Quoi? Tu t'inscris à l'Ironman, mais tu sais même pas nager, t'as même pas de vélo, tu sais même pas ce que c'est d'ailleurs un Ironman. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité au mental hors du commun. Voilà, je rappelle que j'ai 5 titres, 5 coupes du monde en ultra triathlon. Il s'appelle Goulven Tristan. J'ai pas envie que ce soit la société qui décide pour moi. Il est multiple champion du monde d'ultra triathlon avec des chiffres qui défient l'imagination. 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Aujourd'hui, il incarne la résilience, la discipline et le dépassement de soi. Dans cet épisode, on va parler de mental, de courage et de ce qu'il faut vraiment pour accomplir l'impossible. Bienvenue dans cet échange inspirant avec Goulven Tristan, un homme qui prouve que tout est possible quand on décide de ne jamais abandonner. Bonjour Goulven, comment vas-tu? Salut Jordan, ça va très bien, merci à toi. Alors je te remercie pour ta présence pour cette interview dans le podcast, enfin le Mindset Show. L'objectif ce sera de te présenter un peu, présenter ta discipline, la mettre un peu en avant et aussi parler de ton parcours. Alors premièrement, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi c'est Goulven Tristan, 44 ans, papa de 2 jeunes enfants, 3 ans et demi et 1 an et demi. J'ai 2 casquettes, c'est vrai que les gens souvent m'ont connu à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier, par rapport à mon premier livre aussi, best-seller sur l'immobilier. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le sport, c'est le dépassement de soi, même s'il y en a beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat. Et ce qui nous intéresse, c'est ma discipline sportive, l'ultra-distance et notamment l'ultra-triathlon, là où j'excelle, où je suis 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde ultra-triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et 2025. Super. Est-ce que tu peux présenter l'ultra triathlon très rapidement pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, donc l'ultra triathlon, donc les gens connaissent le triathlon, courte distance, longue distance, l'Ironman. Donc l'Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, l'ultra triathlon vient prendre le relais. C'est-à-dire que l'ultra triathlon, les plus petits formats de l'ultra triathlon, ça va être des doubles Ironman, c'est-à-dire 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons d'affilée, donc 84,4 km de course à pied. Ça, c'est les plus petits formats. Il y a du x5, du x10. Donc le x10, ça va être 38 km de nage, 1800 km de vélo, 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied. Et les formats les plus extrêmes en ultra triathlon, ça va être ce qu'on appelle un triple DK Ironman, donc un x30 Ironman, où ça va être 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Et c'est une discipline qui existe depuis 1987-88. Et depuis 1990 jusqu'à ce jour, tous les ans, il y a une Coupe du Monde d'ultra-triathlon. Donc ce n'est pas une discipline qui est toute nouvelle. C'est une discipline qui existe depuis 1990 et que je pratique moi depuis 2014. Alors moi, la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi avoir choisi précisément cette discipline? Pourquoi t'être lancé dans l'ultra triathlon? Alors, beaucoup de hasard. J'ai jamais rêvé de participer à des épreuves d'ultra triathlon. Il y a eu tout un cheminement qui s'est fait avant. Le cheminement, il a commencé. Moi, j'ai un parcours très hétéroclite dans le sport. J'ai fait beaucoup de football. Ça reste mon sport numéro 1. Ça reste ma passion, le football. Il y a eu des sports de combat où j'ai fait des sports de combat pendant 7 ans. J'ai fait à peu près 30 combats, 3 finales France, boxe thaïlandaise, karaté contact et full contact. Et j'ai toujours aimé courir. Ça a toujours fait partie de mes qualités. J'ai toujours couru sans trop de difficultés, sans rechigner. Et rapidement, en fait, je me suis inscrit à quand j'habitais dans le sud de la France, à côté de Perpignan, des courses de village, à des 5 km, des 10 km, des 15, des semi-marathons. Et petit à petit, j'ai voulu monter un peu, entre guillemets, les échelons, voire participer un peu à toutes les courses qui se pratiquaient. Et rapidement, en fait, j'ai eu un goût pour les longues distances. Donc, j'ai fait mon premier marathon. Et ensuite, il y a eu, dans les années 2005-2006, il y a les courses nature, trail, ultra trail, qui ont commencé à exploser. Donc, naturellement, c'est arrivé à mes oreilles. Et en 2007, j'ai fait mon premier trail, donc le trail des Templiers, à côté de Millau, 67 km. Donc pour moi, ça a été une découverte, ça a été aussi une révélation, parce que j'ai fait un bon chrono, j'ai fait une belle course. Et de là, moi, en fait, ce que j'appelle le phénomène de l'épigénétique, c'est-à-dire que moi, j'aime me renseigner auprès d'autres athlètes.
j'aime apprendre auprès de tout le monde. Et rapidement, j'ai eu vent de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, tout ça. Et quand j'ai eu vent des distances, 166 km de course à pied, 9000, avec 9500 mètres de dénivelé, moi, je ne suis pas parti en courant, en fait. Moi, de suite, ça m'a fait rêver. C'est des distances qui m'ont fait rêver. Et de suite, j'ai coché ça sur ma to-do list et je me suis dit, je veux la faire, cette course, quoi. Moi aussi, je veux faire l'Ultra Trail du Mont Blanc. J'ai toujours été impressionné par le Mont Blanc. Et l'année suivante, en 2008, j'ai fait la CCC, Courmayeur, Champec, Chamonix, 98 km, que j'ai terminé. Et l'année suivante, en 2009, j'ai fait l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, que j'ai terminé. L'année suivante, en 2010, je refais l'UTMB, mais cette année, il y a eu un éboulement, donc la course a été arrêtée. L'année suivante, en 2011, pour faire rapidement, j'ai fait le Tour des Géants. Donc j'ai eu vent en 2009 ou 2010 qu'il existait une course encore plus extrême que l'UTMB. Le Tour des Géants, c'est 330 km de course à pied en montagne avec 24 000 mètres de dénivelé positif autour de la vallée d'Aoste. Donc c'est 2 fois l'UTMB ou encore 2 fois la Diagonale des Fous, avec plus de dénivelé encore. J'ai terminé toutes ces courses, moi ça m'a fait rêver, jusqu'au jour en fait où je me suis un peu fâché avec l'univers de l'Ultra Trail, parce que c'est devenu vraiment un univers très business. Ça devenait de plus en plus compliqué de s'inscrire, fallait aller chercher des points. En plus d'avoir des points, il y avait des tirages au sort. Enfin, j'arrivais pas à m'épanouir en fait, à avoir un calendrier type en début d'année. Et du coup, en 2011, j'ai eu vent aussi de l'Ironman. C'est un mot que j'avais commencé à entendre dans le domaine du trail, parce que dans le trail, il y a beaucoup de triathlètes qui font du trail. Sauf que moi, en 2009-2010, quand j'entends le mot Ironman pour la première fois, moi, c'est un format qui est hors sujet pour moi. Je ne sais pas nager, je nage que vulgairement à la brasse, j'ai pas de vélo de route et j'aime pas ça. Moi, je sais que courir. Donc l'Ironman, oui, c'est fun, c'est cool, c'est impressionnant, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est trop dur pour moi. Enfin, c'est pas mon truc. Sauf que mon esprit, lui, il a entendu ce mot Ironman. Il sait comment je fonctionne, mon esprit, que j'aime bien les relever des défis, les grands trucs. Et régulièrement, il est revenu me lancer des petits pics. Et jusqu'au jour où je me suis dit, allez, il faut prendre ses responsabilités quoi, et y aller, quoi. Mais c'est super parce que moi, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ton parcours. C'est la notion de dépassement de soi, premièrement. Tu n'as pas peur de prendre des risques, d'aller au-delà de tes limites, des limites que tu as consciemment. D'où ça te vient et qu'est-ce qui fait que tu arrives à repousser ces limites sans jamais te poser de questions? En fait, j'ai gardé un peu mon univers, mon univers, plutôt peut-être d'un côté, mon cerveau d'enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, on n'est pas pollué par la société. Et à ce jour, en fait, moi, j'évite que la société rentre trop dans mon cerveau. C'est-à-dire que cette pollution de la société qui va constamment vous dire « c'est pas possible », c'est la crise, c'est ceci, c'est cela, même s'il y a beaucoup de vérité dans ce que dit la société. Mais encore une fois, l'être humain, à force d'entendre ça, ensuite, il a tendance à faire trop de raccourcis. C'est-à-dire que l'être humain, le premier raccourci qu'il va faire, et que je me rends compte depuis maintenant des dizaines d'années, c'est difficile, donc c'est impossible. Difficile pour le cerveau humain veut dire impossible. Mais pour un cerveau d'enfant, difficile, ça ne veut pas dire impossible. Un enfant, il ne sait même pas ce que ça veut dire, difficile. Donc il va quand même le faire. Et en fait, moi, j'ai gardé cet état d'esprit. Et cet état d'esprit, en fait, j'ai été le piocher il y a quelques années dans l'enfant dans lequel j'étais. C'est-à-dire que je me suis rappelé d'une anecdote qui n'est pas banale, puisque mon premier marathon, je l'ai fait à l'âge de 13 ans. Alors, je ne me suis pas inscrit à un marathon, parce que je suppose qu'il faut être majeur, mais inconsciemment, un jour, on était à Saint-Pierre-la-Mer. Mes parents n'avaient pas eu les mêmes semaines de vacances, donc j'étais descendu à Saint-Pierre-la-Mer depuis Paris en train avec mon frère et ma mère, et mon père nous rejoignait avec la voiture la semaine suivante. Mais il y a 2 ans de ça, on avait habité à Narbonne. Et moi, avec l'enfant que j'étais, voulais revoir la ville de Narbonne pour sentir quelque chose, voir un souvenir, aller chercher des souvenirs en fait. Faire ses courses en tant que souvenir. Et un matin, je ne sais pas l'expliquer. Ma mère, je lui en ai reparlé il y a quelques années, elle n'a pas su me dire ce qui s'est passé ce jour-là, mais il faisait beau, il y a eu un alignement des planètes. Ma mère, pourtant, qui est très protectrice, quand on habitait dans le quartier à l'époque, j'avais un périmètre de sécurité à ne pas dépasser, sinon ça bardait au retour. Mais là, un matin, je me lève
j'avais pas du tout prémédité ce que j'allais faire, mais je lui ai dit à ma mère, je vais à Narbonne. Moi-même, on était en 92, 93, donc pas de GPS, pas de téléphone, pas l'équipement du sportif qu'on peut voir sur chaque athlète aujourd'hui. Même les athlètes du dimanche aujourd'hui, souvent ils sont équipés avec 1000 euros sur eux. Ils ont le camelback, ils ont la dernière montre, les dernières chaussures, les t-shirts respirants et compagnie. Moi, je devais avoir des baskets Atemi, un short. Il n'y avait rien, il y avait rien qui était préparé pour. Et je suis parti avec mes petites jambes à Narbonne. Alors le chemin, je le connaissais par cœur parce que je l'avais fait des centaines de fois en voiture. Mais entre le faire en voiture et le faire en courant, je ne savais pas. Mais comme je ne savais pas, comme je ne connaissais pas la difficulté et les formes, je l'ai fait et je suis parti. Alors je me suis rendu compte de la difficulté sur le chemin. Je me rappelle être parti avec une petite bouteille d'eau de 33 ou 50 centilitres, quelques barres de céréales. Et j'ai pas réussi à aller là où on avait habité parce que je me suis rendu compte sur le chemin que c'était très très long. Donc je me suis arrêté au premier commerce. Dès que j'ai franchi le panneau Narbonne, je me suis arrêté au premier supermarché. Et en fait, je suis rentré avec ma bouteille d'eau vide. Mes barres de céréales, j'en avais plus. Et je me rappellerai toute ma vie comme c'était hier. Première chose que je fais, je vais dans le rayon des confiseries et j'éclate un paquet de Bounty. J'avais faim, mais comme pas possible. Je m'en mets plein le ventre. J'en mets dans mes poches. Ma petite bouteille d'eau vide, je l'échange dans le rayon des eaux contre la même. Et je ressors du magasin. Mais j'avais même pas d'argent sur moi. Donc, ni vu ni connu, je repars avec mes petites jambes de 13 ans. Et en fait, mon inquiétude, c'était de revenir avant la nuit pour pas inquiéter ma mère. Parce que je me suis dit, je suis parti quand même loin. Je sais plus combien de temps j'ai mis. J'ai peut-être mis 2 heures l'aller, 2 heures le retour. Enfin, et ma mère, voilà, je suis revenu. Ma mère s'est pas inquiétée. Et en fait, ça m'a pas servi de tremplin. Dans le sens où ce que j'ai fait ce jour-là, pour moi, c'était normal, quoi. Il n'y a pas eu, il y avait rien d'extraordinaire. Donc ça m'a pas permis justement de franchir un cap. Je suis retourné après où habitaient mes parents dans le quartier. J'ai continué de jouer au foot avec les potes et j'en ai parlé à personne parce que ce que j'ai fait, bon, c'était banal. Et donc ça m'a pas servi, mais ça m'a servi plus tard pour essayer de comprendre, mieux comprendre qui j'étais, de quelle manière je réfléchissais, de quelle manière j'abordais les choses, de quelle manière, comme tu l'as dit, j'aborde l'ultra-distance, où je vais chercher cette ultra-distance. C'est beaucoup à travers aussi ce que j'ai fait et en essayant quotidiennement justement de garder un peu ma naïveté, mon insouciance et de pas laisser mon cerveau pollué par cette société. Très bien. Mais du coup, à cette période-là, tu faisais beaucoup de sport ou pas du tout? Ah non, oui, régulièrement, comme un enfant de 13 ans. Je jouais au foot avec les potes et j'avais une licence de foot, mais j'ai toujours fait, moi, jusqu'à mes 25, même 30 ans, j'ai toujours fait du sport de manière très amateur. Hein. J'ai jamais fait de sport-études, j'ai pas été à l'INSEP, j'ai absolument rien fait de tout ça. J'ai pris des licences, il y a des années où j'ai arrêté de jouer au foot, il y a des années j'avais une licence et dès que l'hiver arrivait, il y avait la période, j'allais même plus m'entraîner comme souvent. L'hiver, c'est un peu plus dur. Non, mais j'ai jamais... j'ai toujours été vraiment la personne lambda. Ok. Et là, du coup, c'est ta première expérience de marathonienne, si je peux dire. Oui, voilà, oui. Mais du coup, entre cette première expérience et ta première compétition, combien de temps il s'est écoulé avant que tu oses te réintéresser à ça? Alors, après ce marathon que j'ai fait, ensuite il y a eu les 20 km de Paris que j'ai fait à 16 ans avec ma mère, cette fois-ci donc de manière officielle, 20 km de Paris, que j'ai terminé, j'ai fini devant ma mère, donc super content. Mais encore une fois, ça m'a pas servi, parce que 20 km, je trouvais ça banal en fait, à 16 ans faire ça, donc ça m'a pas servi de tremplin. Je suis retourné au quartier jouer au foot après. Après j'ai repris des licences, j'ai arrêté le sport. Et en fait, le déclic où j'ai essayé de refaire du sport, mais de manière à me professionnaliser, entre guillemets, c'est en 2014, 2015. Donc je dois avoir à peu près 24 ans, donc assez tard quand même. Quand je décide en fait de m'inscrire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là, je pars de très très loin. Alors j'aime le sport, j'ai le sport en moi, mais je suis creux. Et en fait, là, je mets en place une certaine discipline, surtout course à pied. Je prends des licences, j'apprends beaucoup à me connaître. Ça, j'ai toujours eu un temps d'avance peut-être par rapport à certains sur
sur qui je suis, pour prendre les bonnes décisions, les bonnes directions. Et en fait, rapidement, j'identifie que par rapport aux erreurs aussi que j'ai fait dans le passé, c'est que pour intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, faut que je me renforce musculairement, il faut que je muscle mon caractère, que je muscle mon physique. Sauf que par le passé, je me suis inscrit à 2 ou 3 reprises dans des salles pour faire de la muscu, tout ça. Sauf que ça n'a jamais matché. Ouais, moi, je suis soulevé de la fonte, je me suis toujours ennuyé. Et j'ai pris des abonnements, j'ai été 2 fois et après j'ai arrêté. Donc cette fois-ci, en fait, je me dis, je vais tout changer et je vais je vais prendre des licences en sport de combat. Je ne sais même pas quoi, boxe anglaise, pied-point. Donc je vais à un forum des associations. À cette époque-là, j'habite à Perpignan. Anthony Elkaïm, qui est un président et entraîneur du club à Perpignan, de full contact et boxe taille et kickboxing. Voilà, il me vend un peu sa discipline, je découvre, je fais pourquoi pas. Et je suis tombé amoureux de cette discipline sportive. Et du coup, ça a permis de me renforcer musculairement parlant, de me renforcer au niveau du caractère, du mental, et de bien préparer justement mon concours chez les pompiers de Paris, que je vais réussir 2 ans après. Ok. Et tu es resté combien de temps chez les pompiers de Paris? 11 ans, de 2005 à 2016. Très bien. Est-ce que tu peux me raconter ta première compétition? Déjà, comment tu as décidé d'y aller? Comment ça s'est passé? Et les apprentissages que tu en as tirés? Alors, ma première grosse compétition que j'ai faite, je vais occulter les semi-marathons, les autres marathons que j'ai faites, mais la première qui est à ce jour mon plus beau souvenir, voilà, je rappelle que j'ai 5 titres, j'ai 5 Coupes du Monde en ultra triathlon, donc 2016, 22, 23, 24, 25. Mais c'est pas ça mes plus beaux souvenirs. Mes plus beaux souvenirs, c'est ma toute première grosse compétition qui va intervenir en 2011. En 2011, on en parlait justement tout à l'heure, c'est l'Ironman de Nice. C'est quand ce mot Ironman est arrivé à mes oreilles en 2008, 2009, 2010. Il a fallu que ça fasse un petit peu ce chemin. Alors, je vais essayer de faire court parce qu'il y a tellement de choses. On pourrait faire un podcast uniquement sur cette compétition. Mais pour aller droit au but et vraiment parler des éléments qui vont intéresser les gens, qui vont intéresser surtout ton audience, c'est qu'en 2010, je prends la décision de m'inscrire. Je suis devant mon ordinateur, je suis de garde à la caserne de Plaisir, parce qu'en parallèle des 11 ans que j'ai fait chez les pompiers de Paris, j'ai fait 16 ans aussi à Plaisir dans les Yvelines en tant que pompier volontaire. Je suis devant l'ordinateur de garde ce jour-là et je prends mes responsabilités et je m'inscris. Maintenant, ça a suffisamment cogité depuis 1 ou 2 ans. J'ai toujours pas de vélo, je sais toujours pas nager, c'est pas grave, on y va. Et en fait, j'avais fait beaucoup de trail, d'ultra-trail et de marathon, et j'avais pour habitude de débourser entre 50 et 150 euros pour les courses les plus prestigieuses. Et un Ironman, pour moi, je ne savais pas combien ça coûtait, mais moi je pensais que c'était les mêmes budgets. Et là, pour moi, l'Ironman de Nice, je vais en faire qu'un seul dans ma vie. Pour moi, je ne suis pas triathlète, ce n'est pas mon sport. C'est juste un défi que j'ai envie de relever. Et je prends toutes les options possibles, inimaginables, lors de l'inscription qu'on me propose. C'est-à-dire t-shirt, fini-shirt, la médaille gravée, les souvenirs, en veux-tu, en voilà. Et j'arrive au panier, je crois que je suis à 650 euros. Je fais, mais c'est pas possible, 650 euros. À cette époque-là, je fais des investissements immobiliers, je ne roule pas non plus sur l'or et je ne peux pas me permettre de cramer, entre guillemets, 650 euros comme ça, sachant que je ne sais pas nager, je le rappelle, et je n'ai pas de vélo de route, quoi, parce qu'il y a le vélo encore à acheter, il y a le déplacement, l'hôtel, il y a la combinaison à acheter, il y a encore du matériel. Et j'hésite, et il y a mon bip d'intervention qui sonne. Et là, je ferme la fenêtre, je pars sur intervention et ça me sort de l'esprit. Je suis dégoûté, en fait, d'avoir été freiné par ce prix, de ne pas être passé à l'action. Et je m'en veux, mais en même temps, il y a la raison, quoi. Et j'ai les meilleures excuses pour arrêter, quoi, pour ne pas continuer. Donc c'est pas un échec, je m'en veux pas forcément, mais ça travaille dur. Mais pendant peut-être 3-4 mois, je vais vraiment oublier. Hein. Je suis déjà dégoûté de l'Ironman par le prix avant même d'avoir essayé. Mais mon esprit, là, ce petit démon, il revient à l'attaque. Et peut-être 8-10 mois après, je te jure, hein, dans la même configuration, un dimanche toujours, je suis de garde à la caserne de Plaisir, même ordinateur.
Je sais pas l'expliquer pourquoi ce jour-là, à chaque fois, j'ai l'alignement des planètes, à chaque fois c'est fait un dimanche quand j'étais de garde à la caserne de plaisir. Ça a tellement retravaillé. Là, j'ai toutes les données, tous les tenants, les aboutissants. Cette fois-ci, je connais le prix. Ma situation financière, elle n'a pas forcément évolué. Les 8 mois qui se sont passés, je ne sais toujours pas nager. J'ai toujours pas de vélo de route. Mais je fais cette fois-ci, je vais prendre mes responsabilités. S'il faut perdre 1000 euros, je vais perdre 1000 euros, mais j'ai envie de savoir. J'ai pas envie que ce soit la société qui décide pour moi. J'ai pas envie que ce soit cette putain de société qui me dise tu peux pas le faire parce que tu sais pas nager, parce que tu n'as jamais fait de triathlon, parce que pour faire un Ironman, c'est 6 mois de préparation, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est moi qui vais décider si je vais réussir ou pas. Et je m'inscris. Et quand je clique sur valider avec le paiement, j'ai une boule au ventre, mais t'imagines même pas la douleur que j'ai au ventre. Mais vraiment, vraiment, c'est une grosse douleur. Et je suis pas bien. Mais vraiment, je suis pas bien. Et le premier truc, c'est Goulven, t'en parles à personne. Parce que pour moi, c'est trop lourd à porter. La responsabilité que j'ai prise, la marche que j'ai montée, elle est beaucoup trop haute. Et si j'en parle, je sais que je vais me faire critiquer. Et j'ai pas besoin de ça. À ce moment-là, je veux pas ça. Donc, j'en parle à personne. Je rappelle, on est à peu près à 5 mois de l'échéance. Donc maintenant, il faut que j'apprenne l'écosystème de l'Ironman, quoi. Donc, il faut que j'aille m'acheter un vélo. Mais quoi comme vélo ? Il faut que j'aille m'acheter donc avec un vélo de course avec des pédales automatiques. Je n'ai jamais roulé avec des pédales automatiques. Donc, le vélo, je vais au Trocathlon parce que je dois avoir un budget de 400 euros, 500 euros. Au Trocathlon, je trouve 2 vélos, un vélo en acier à ma taille. Mais le vélo en acier à ma taille, je me fais tellement des films de ouf que je me fais ce vélo. C'est pas un vélo fait pour un Ironman, on va se foutre de ma gueule. Et à côté, il y a un beau vélo carbone et tout, quasiment au même prix, mais un petit peu petit pour moi. Tant pis, je prends le vélo un peu trop petit, mais au moins il est beau, il est joli. Ça fait vélo Ironman. Enfin, je me fais des films de fou. Je te passe tous les détails. Et je m'inscris. Et en fait, la seconde anecdote, c'est qu'on est à 2 mois de l'échéance à peu près. Et à ma caserne, dans ma chambrée, il y a Rémi, que je cite régulièrement quand je raconte cette histoire, qui lui a un niveau national en triathlon. Et un jour, on part sur intervention tous les deux. Et ce Rémi, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il me sort ça. Tout excité, je vais reprendre ses mots à la virgule près. Il me fait « Goulven, j'ai un truc à te dire. Là, je vais m'entraîner comme un enculé. Et dans 2 ans, je m'inscris à l'Ironman de Nice. » Là, ça fait peur. Mais je fais, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Pourquoi cette idée, tu la sors d'où? Et moi, je ne l'avais pas dit. Et lui, il a un niveau national. Et moi, il sait que j'ai pas de vélo, il sait que je sais pas nager, il sait que je fais que courir. Mais je fais, là, dans ma tête, je fais, faut que je lui dise, quoi. Je fais, Rémi, je te l'ai jamais dit, mais il y a 1 ou 2 mois de ça, moi, je me suis inscrit à l'Ironman de Nice et je le fais cette année. Il me fait, quoi? Tu t'es inscrit à l'Ironman, mais tu sais même pas nager, t'as même pas de vélo, tu sais même pas ce que c'est d'ailleurs un Ironman. Donc, je lui sors ce que c'est un Ironman, la date à laquelle je vais le faire, tout ça, et il prend conscience que je me suis réellement inscrit. Il me fait, mais t'es complètement débile. Il me fait, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, mais tu vas jamais y arriver. Et les semaines qui suivent, moi je suis encore dans ma transition sport de combat, je suis sur la fin de ma carrière, entre guillemets, amateur de sport de combat, mais je continue de m'entraîner à la caserne tous les après-midi, à répéter un peu mes gammes au sac, à faire un peu de renforcement musculaire, mais je fais beaucoup de sacs de frappe. Et le Rémi, il vient en sport avec moi, sauf que lui, il travaille vraiment des points très spécifiques pour le triathlon, home trainer, course à pied et tout ça. Et il me voit taper sur ce sac tous les après-midi. Il me fait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas terminer l'Ironman, je fais, Rémi, écoute, je sais tout ça. Écoute, laisse-moi me préparer comme je l'entends et ça va passer. Enfin bref, j'arrive le jour de la compétition. J'y vais avec mes parents, j'arrive 24 heures avant eux, donc moi je débarque à Nice par le train avec mon vélo que j'ai acheté au Trocathlon dans une sacoche, 2 gros sacs à dos. T'as pas la boule au ventre à ce moment-là? Voilà, c'est pas mon univers. Là, je suis même pas excité, je suis dégoûté d'être là, quoi, parce que c'est, comme je te l'ai dit, c'est trop dur pour moi. Et j'arrive au retrait des dossards, et là,
Autre anecdote. Donc, c'est une femme qui est là. Très gentille, très polie. Donc, elle me donne des sacs, les dossards, en veux-tu, en voilà. Elle me sort plein de trucs sur la table. Et là, je la regarde. Je fais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me raconter, me réexpliquer? Parce que là, avec tout ce que vous m'avez donné, vous m'avez perdu. Et là, elle me regarde, elle me fait, vous inquiétez pas, c'est comme pour un triathlon. Moi, je la regarde, je fais, moi, j'ai jamais fait de triathlon, madame. Et là, il y a un blanc. Elle me regarde, elle me fait, ah ouais, vous avez jamais fait de triathlon et vous faites directement un Ironman. Et derrière moi, il y a du monde. Et je fais, oh, s'il vous plaît, ne parlez pas trop fort. Là, je suis déjà pas bien. Elle me fait, je vais tout vous réexpliquer calmement. Et elle me réexplique tout. Je pense qu'à ce moment-là, je comprends toujours rien du tout, tellement que j'ai peur, je suis ailleurs. Enfin, je prends tout, je prends le soin d'aller vite à l'hôtel ensuite. Essayer de comprendre ce que je dois mettre, ne pas oublier tout ça. J'ai un bracelet rouge, ce foutu bracelet rouge au poignet qu'on me met, je l'assume pas du tout. Donc je le cache parce que j'ai pas envie que les gens sachent que je suis inscrit à l'Ironman, parce que j'ai l'impression qu'en fait sur mon front il y a marqué imposteur. J'ai l'impression que sur mon front il y a marqué je ne sais pas nager, j'ai acheté un vélo il y a 4 mois. Et j'y crois dur comme fer, quoi. Et il faut pas que les gens sachent que je suis inscrit à l'Ironman. Je vais au McDonald's parce que voilà, c'est des petits plaisirs que je me fais de temps en temps. Autant je vois, il y a plein d'athlètes qui ont le bracelet rouge, donc qui vont faire l'Ironman, qui sont au McDonald's. Moi, ça me choque pas. Mais par contre, moi, je veux pas qu'on sache que je fais l'Ironman et je cache mon bracelet rouge. Enfin, je me monte un scénario, je m'invente un scénario, mais de folie. Hein. Et j'y crois. Et l'autre scénario, rapidement, par rapport à cette anecdote, c'est la combinaison de natation. Ce Rémi, à la fin, à quelques semaines de l'échéance, il a commencé à changer un peu son fusil d'épaule. Il a cru en moi. Il a vu que j'étais déterminé, que je m'entraînais peut-être pas comme il fallait, mais que j'étais en moi et qu'il y avait vraiment de la détermination. Et j'ai pas de combinaison de natation. Et le budget, je l'ai déjà explosé. Il était parti en vacances. Enfin, lui, il habitait en Bretagne. Donc, il me vend l'une de ses combinaisons par la poste. La combinaison, je crois que je la reçois 2-3 jours avant l'échéance. Donc, je suis content de la recevoir. Et mes parents, le lendemain, arrivent à l'hôtel. Et l'après-midi, je fais à mes parents, moi, je vais aller essayer la combinaison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais nagé en combinaison. Il faut savoir que les premières fois qu'on nage en combinaison, on est oppressé. Et c'est très compliqué, les premières fois de nager en combinaison, de trouver son souffle, de trouver le bon rythme. C'est horrible. Et ça, je le sais par contre, parce que je l'ai essayé j'ai essayé la combinaison et on sent un peu oppressé. Et là, je me fais encore des films. Mais là, c'est des films Hollywood que je me fais. Donc, j'ai tellement honte en fait de moi, parce que je ne sais pas nager le crawl, je nage que la brasse. Donc, à l'hôtel, je mets la combinaison par-dessus, je mets un survêtement et je me dis, il faut que je me trouve un petit coin de plage où il n'y a personne et je vais nager ma brasse tranquillement pour tester la combinaison. Sauf que ce jour-là, il fait 30 degrés à Nice. Les plages, elles sont bondées et je te jure, pendant 30 minutes, j'ai fait des allers-retours sur la promenade des Anglais pour essayer de trouver un petit coin. J'ai jamais trouvé le petit coin. En fait, je voulais pas me mettre à l'eau parce que si je me mets à l'eau avec une combinaison, je m'étais fait un film que les gens, ils vont savoir que là, ils vont me détecter que je fais l'Ironman de Nice. Et quand ils vont me voir nager la brasse, ils vont se dire, mais c'est quoi ce guignol? Donc, j'ai refusé de nager la brasse devant les gens. Donc, je suis retourné à l'hôtel, j'étais en sudation. Mon survêtement était trempé. Mes parents, ils sont venus de la balade après. Ils me font alors, ça a été ta combinaison, tout ça? Ouais, ça a été, j'ai bien nagé. Un peu oppressé, mais je voulais rassurer mes parents. Et le lendemain arrive le jour de l'échéance. Ce que je me rappellerai toute ma vie, c'est le réveil. Le réveil vers 5h du matin. Envie de vomir. Pas bien, mais vraiment pas bien. Je pars avec mon père. Mon père m'accompagne sur la ligne de départ. Il n'y a pas un seul échange entre nous. Mon père, il voit que je suis au bord du malaise. Mais je suis vraiment pas bien. Ma mère reste à dormir et elle nous rejoindra après. Enfin, elle rejoindra mon père après. Et sur la ligne de départ, je fais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais là? Et j'avais qu'une hâte, c'est que le chrono se déclenche pas, quoi. C'est que le départ ne soit pas donné, tellement que j'ai peur. Et là, le départ est donné. Et je vais te dire encore, tu vois, la suite du film Hollywood que je me suis fait, c'est-à-dire que le départ sonne et je pars en crawl. Parce que j'ai pas envie que les gens me voient partir en brasse. Je sais même pas nager le crawl. Et quand je dis que je sais pas nager le crawl, c'est que je sais même pas comment tourner la tête, comment prendre mon souffle.
Donc je pars en crawl, au bout de 10 mètres, je commence à boire la tasse. En plus, en 2011, il n'y avait pas les sas de départ et compagnie, donc on partait 2400 en même temps. Je me suis pris des claques, mais dans tous les sens. C'était pas les 3 entraînements en piscine que j'avais fait pour valider que je nageais bien les 3 km 8 en moins de 2h15. En piscine, j'ai nagé en 1h50. Donc pour moi, là, c'était bon, c'était validé. Et là, je prends des claques de partout. Au bout de 10 mètres, je commence à boire la tasse, à pas savoir comment respirer et compagnie. Donc je reprends ma brasse. Et là, j'y vais. Brasse péchue, j'y vais. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer parce que je me fais bousculer de tout le monde. J'ai pas mon confort de la piscine. Et au bout, je sais pas, de 15-20 minutes, pour moi, c'est fini. Voilà. C'est fini. Je baisse tout. Limite, j'arrête tout parce que je regarde ma montre, je regarde la bouée. Je me fais une fausse idée de la distance qu'il y a entre la plage et la bouée. Et pour moi, au bout de 15-20 minutes, j'ai déjà 10-15 minutes de retard par rapport à mes chronos en piscine. Et j'arrête tout. Voilà, je continue de nager parce qu'il faut avancer. Et à 200 mètres plus loin, il y a un bateau sécurité qui est à côté d'une bouée. Je me dis, je vais jusqu'à la bouée. Je m'arrête je m'accroche. Je crois que je m'accroche même au bateau. Et je discute avec l'arbitre, le mec de la sécurité. Et je lui fais, mais on est à quelle distance là? Parce que moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est fini. Et en fait, la distance qu'il m'indique est cohérent par rapport au temps, au chrono que j'avais effectué en piscine. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes de nage, je m'aperçois que je suis exactement dans les mêmes chronos qu'en piscine. Alors que je pensais avoir 10, 15, 20 minutes de retard. Et à partir de là, il y a un switch qui se fait dans ma tête que je n'arriverai pas à expliquer. Je me suis tellement mis une pression sur cette première épreuve que là, je deviens finisher. Enfin, je deviens intouchable. Mais quand je te dis intouchable, c'est intouchable. Il ne peut plus rien m'arriver. Il peut plus rien m'arriver. Je suis déjà finisher. J'ai déjà la médaille autour du cou. Et là, je reprends. Là, il me dit ça. Mais je reprends une brasse, mais péchue. Comme jamais, et je finis les 3 km 8 exactement, je crois, en 1h51, donc dans les mêmes chronos qu'en piscine. Et je fais, mais c'est pas possible, mais c'est un truc de ouf. Je suis sorti vivant des 3 km 8 de nage de l'Ironman de Nice que j'ai fait 100% en brasse. Ensuite, je prends le temps de me changer, d'évacuer un petit peu la pression, de revenir un petit peu au calme. Je prends le vélo, je passe devant l'hôtel, il y a mes parents qui sont là, je me rappellerai toujours le regard de mon père, un regard qui en disait long, du style, putain, il a réussi. Il s'est pas noyé. Il est encore vivant. Et là, un vélo, il aurait pu m'arriver plein de choses à vélo, surtout que c'était un vélo d'occasion que j'avais même pas fait réviser. Enfin, et à vélo, j'envoie. Et en vélo, j'envoie. Et je prends même un malin plaisir avec mon vélo que j'ai acheté 450 ou 500 euros au Trocathlon à doubler des mecs qui avaient des vélos à 3 000, 5 000 ou 10 000 euros. Et j'envoie à vélo. Et ça se passe bien. Et après, le final, course à pied, là, c'est mon domaine. Bon, là, il ne peut plus rien m'arriver. Et je finis cet Ironman en 14h50. Et pour moi, c'est le plus beau, l'un des plus beaux jours de ma vie sur un plan sportif. Et j'ai fini le game, on va dire, du sport. Je suis finisher de l'UTMB, finisher du Tour des Géants. Là, je suis finisher de l'Ironman de Nice. Et l'Ironman de Nice, pour moi, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que l'Ironman. Et à mon tour, je deviens officiellement un homme de fer. Surtout que je franchis la ligne d'arrivée, je suis presque au bord du malaise vagal. Je suis vraiment pas bien. Et je me dis, voilà, et pour moi, c'est fini. Mais vraiment, c'est-à-dire que 2 jours après, le vélo que j'avais acheté, je le vends. Je le vends à un coursier parisien. Je me rappellerai, je le vends 50 euros plus cher que je l'avais acheté. Donc, j'étais content. Et c'est bon, je ne vais plus entendre parler. Après, j'ai exposé ma médaille dans les 2 casernes où je travaillais à tout le monde. J'étais tellement fier et tout le monde était fier de moi. Et je fais, c'est bon, là, le game est fini. Et le Rémi, qu'est-ce qu'il a dit? Fier, énormément fier. Et très, très intelligent. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de jalousie, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu le seum. Et justement, il a même, quand je dis qu'il a été intelligent, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu 2 ans pour s'inscrire à l'Ironman de Nice. D'ailleurs, il ne s'est pas inscrit à l'Ironman de Nice. C'est-à-dire que l'année suivante, il s'est inscrit à l'Ambraman. Et l'Ambraman, c'est beaucoup plus dur que l'Ironman de Nice. C'est les mêmes distances, mais il y a beaucoup plus de dénivelé. Et il a terminé brillamment l'Ambraman. Donc non, bravo à lui, c'est quelqu'un qui a fait preuve de maturité, d'intelligence, contrairement à d'autres personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont... Enfin voilà, et à ce jour,
c'est ma plus grande histoire sportive, mon plus beau souvenir, parce que la marche était tellement haute, comme je le dis, j'ai pas eu la chance sur cette épreuve et sur beaucoup d'épreuves que j'ai fait dans la vie de partir de zéro. Là, je suis parti de la cave, quoi. Je suis parti du -2, -3. Enfin, je suis parti de très très loin et j'ai terminé. Et quand je franchis la ligne d'arrivée, en fait, je me lave. C'est-à-dire que je tombe énormément de croyances limitantes et ça m'ouvre un champ des possibles, mais qui est juste fou, quoi. Et le temps de digérer tout ça, 2-3 jours après, je me dis waouh, je n'étais plus le même homme. Ça a créé une bascule en toi, j'ai l'impression. Ah ouais, il y a eu un électrochoc. Et j'ai continué par la suite, comme je l'ai toujours fait, de me renseigner, d'être à l'écoute des gens, peu importe leur niveau, hein, qu'ils aient un niveau amateur, intermédiaire ou expert. Moi, je prends toujours le temps d'écouter tout le monde, parce que peu importe l'expérience, j'attends pas que ce soit un champion du monde qui me parle pour que je puisse l'écouter. Tu peux avoir fait que 2 ou 3 courses et je vais être à l'écoute, parce que tu peux quand même m'apprendre quelque chose, même si c'est pas sur la technique, ça peut être un état d'esprit, une manière Voilà, j'ai tellement de choses encore à apprendre. Et par la suite, donc c'est fini l'Ironman. Après, j'entends parler qu'il existe des Ironman les plus durs du monde par rapport au dénivelé. Donc en 2013, je crois, 2013, donc 2 ans après, hein, je fais, vas-y, j'ai envie de me retester, j'ai envie de voir un peu ce que je vaux sur l'un des Ironman les plus durs du monde, qui est l'Altriman de Font-Romeu. Équivalent à l'Ambraman, même peut-être un peu plus dur parce qu'il y a encore plus de dénivelé. Et en fait, je me vautre parce que je me vois, j'ai pas respecté cette discipline. Je me vois trop beau, trop fort. J'ai encore cet effet d'être finisher de l'Ironman de Nice en 2011. Et je me vois comme un dieu du stade, quoi. Et la vérité, c'est que je bâche en 2013 et je décide de repartir d'une feuille blanche. Donc 2014, j'ai envie de refaire mes preuves. Donc je la refais avec l'Ironman de Nice. J'ai envie de reterminer cette épreuve et surtout de faire mieux. Et entre-temps, en fait, courant 2013, je ne sais pas comment c'est arrivé à mes oreilles, cette bêtise qui m'amènera à découvrir plein de choses. Mais j'entends parler d'un double Ironman. Et j'y crois, parce que je me dis, il y a bien des gens qui ont été idiots pour créer l'Ironman, et je me suis dit, il y a bien des débiles qui se sont dit, pourquoi pas un double Ironman? Sauf que à cette époque-là, Internet, c'est pas l'Internet d'aujourd'hui, et j'ai beau retourner Internet dans tous les sens, et je trouve pas le double Ironman, je trouve rien du tout. Et je sais pas pourquoi, un jour, je tombe sur un triple Ironman. Et là, je vois ça, triple Ironman. Le triple Ironman de Lenzan, dans le nord de l'Allemagne. 11 km 4 de nage, 540 km de vélo, 3 marathons d'affilée, 126,6 km de course à pied. Et là, c'est trop. Voilà. Ok, j'adore les défis, j'adore les challenges, mais là, c'est du n'importe quoi. Voilà, faut dire ce qui est. Et je trouve même pas ça sexy, en fait. Et je ferme la fenêtre. Sauf que mon petit démon, mon petit diable, hein, mon petit esprit, lui, il a vu ces distances-là. Il a surtout vu que ça faisait 25 ans, à peu près, à cette époque-là, que la course existait. Donc, c'est pas non plus une course qui a été créée hier. Et il me rentre dedans. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Bah, vas-y, t'aimes les défis. Va faire le triple Ironman maintenant. Va nourrir un petit peu ton ego aussi. Il n'y a personne qui est triple Ironman. Des Ironman, bon, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire que je suis finisher d'un Ironman. De plus en plus maintenant, parce que ça s'est quand même beaucoup démocratisé avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de personnes qui pouvaient se vanter, entre guillemets, ou d'être fiers d'être Ironman. Et là, mon esprit me fait... tu serais pas Ironman, toi. Tu serais triple Ironman. Là, il n'y a personne. Là, t'es unique. Et il revient. Et je fais, mais non, mais c'est trop, quoi. Et les distances, c'est hallucinant. C'est beaucoup trop pour moi. Sauf que, comme je le dis souvent, rêver, c'est gratuit. Et à cette époque-là, je commence à rentrer dans un système de visualisation. Mais j'ai pas pris de cours de visualisation au quotidien. Je me dis pas, tiens,
de 8h à 9h ou de 18h à 19h, je vais faire de la visualisation. C'est quelque chose maintenant qui est inné chez moi. C'est-à-dire que de la visualisation, j'en fais tous les jours. Ça me vient comme ça. Et je peux pas m'empêcher de rêver, parce que, encore une fois, c'est gratuit de rêver. Et en fait, ce triple Ironman, sans m'en apercevoir, presque quotidiennement, je vais visualiser cette course. Je me dis de quelle manière, parce que je suis curieux, et je me dis, mais de quelle manière on pourrait terminer ça? Comment physiquement c'est possible? Et je visualise des petits morceaux, je commence à visualiser un petit peu déjà la logistique, le déplacement, comment je pourrais me rendre là-bas, le budget. Ensuite, je trouve des solutions. Mais bon, après, une fois qu'on est sur place, il y a les 11 km 4 de nage à faire. Comment on pourrait faire ça? Moi, j'ai jamais nagé 3 km 8. Ouais, mais je suis quelqu'un de très endurant. Ok, je nage pas vite, mais je peux nager longtemps. C'est en piscine, c'est pas en mer. Bon, allez, ok, allez, peut-être que ça passerait. Mais bon, après, il y a 540 km de vélo. Moi, j'ai jamais roulé plus de 180 km. Ouais, mais on te demande pas d'aller vite. En fait, je visualise tous les problèmes que je rencontre lors de ma visualisation. J'essaie de trouver des solutions. Mais ce cheminement de visualisation de ce triple Ironman, il se fait en plusieurs mois. Et un jour, je sais pas, j'ai un déclic. Et en fait, je me dis, mais ça y est, quoi, je suis finisher du triple Ironman. Et je l'ai pas fait, hein. Mais je l'ai tellement visualisé pendant des heures, que c'était fait. que je me dis, c'est bon, en fait, maintenant, j'ai réussi à rabaisser un peu ce que je voyais comme une montagne, à le rabaisser un petit peu et que la montagne se transforme juste en quelques marches, quoi. Et je fais, vas-y, on y va, quoi. Triple Ironman. Et moi, je visualise le finisher triple Ironman. Je fais, ouais, alors moi, je suis pas quelqu'un qui a un énorme ego, mais je fais, voilà, mon ego, là, je vais bien le nourrir, là, il va bien manger, là. Et je fais, vas-y, on y va. Donc, 2014, je joue un camping-car, je pars avec mon frère et une amie à lui, et que des merdes. On est à peine parti, on a à peine quitté la région. Non, déjà, je récupère le camping-car, je m'en vais à Bailly, à Volusso. Là, je suis au pompier de Paris à l'époque, récupérer mon vélo, mes affaires. Le trajet, il fait 30 km. Hein. Je me fais arrêter par les gendarmes. Excès de vitesse avec un vieux camping-car, excès de vitesse de 10 km/h avec un vieux camping-car. Je fais, c'est pas possible. Je lui explique à l'agent que je suis pompier de Paris, que je vais à la caserne, tout ça. Je tombe sur un. Enfin, bref. Il veut rien savoir. Il me verbalise. Et moi, je suis un petit peu sensible à ce qui peut se passer. Je me dis. Aux énergies. Ouais, un petit. J'ai une petite sensibilité quand même. Et je fais. Est-ce que c'est pas un signe de faire demi-tour, de pas y aller? Bon, tant pis. De toute façon, moi, tout est prévu. J'y vais. Donc, on va à la caserne, je récupère tout. Mais déjà, je suis dégoûté, quoi. Déjà que c'est compliqué pour moi de me rendre à Lenzane. C'est quand même de Paris et je crois qu'il y a 1200 km à faire. Et je suis dans la même configuration qu'en 2011 lors de l'Ironman de Nice. Alors là, je sais nager le crawl maintenant. Mais je nage vulgairement le crawl. Et je suis pas non plus un athlète de fou. On part à Lenzane. On dépasse Saint-Denis et tout ça. La jauge du liquide de refroidissement du camping-car qui se met à plus de 90 degrés. Ah oui. Je fais un joint de culasse. Mais je fais, mais c'est pas vrai. Là, j'ai le karma. Là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a rien qui veut, quoi. Et moi, en mode bulldozer, je fais, on y va. Et là, je ralentis. Et en fait, je te jure, hein, de Volusso de Bailly jusqu'à Lenzane, donc presque 1200 km, je les ai fait à 90 km/h. Ah oui. Pour pas que la jauge dépasse les 90 degrés. C'était un voyage, c'était un enfer ce voyage. C'était un enfer. Mais je fais, on y va. De toute façon, mon état d'esprit, c'est j'avais brûlé tous les ponts qui étaient derrière moi. J'avais plus de chemin de repli et j'ai fait là, on y va. Tout droit et je veux rien savoir. Maintenant, on y est, on y va. Et j'arrive là-bas, autre anecdote de foot, j'arrive là-bas, je suis comme à Nice en 2011, donc je suis pas bien. J'ai quand même mon frère et une amie à lui, donc ils sont là un peu pour me soutenir, ou ça me permet aussi un peu de m'évader de tout ça. On y va aussi, on rigole, donc ça me fait du bien. Et je vais retirer mon inscription, tout ça. Et il y avait un autre Français, Xavier Manoury, je crois, quelque chose comme ça.
Et je fais la queue on avait une prise de sang à faire ou je sais pas quoi. Il me tape sur l'épaule, il me fait ah, c'est toi l'autre Français? Un grand monsieur tatoué de partout et moi timide comme pas possible. Je fais oui, c'est moi. Il me fait bah, bienvenue à ces championnats du monde d'ultra triathlon. Je le regarde, je fais quel championnat du monde? Pourquoi vous me parlez de championnat du monde? Enfin, vous parlez du triple Ironman. Il fait ouais, mais ça fait partie de la Coupe du monde d'ultra triathlon. Je fais Coupe du monde d'ultra triathlon? Il y a une Coupe du monde? Mais enfin, moi, je suis pas à ma place ici. Il me fait ouais, il y a un calendrier de ce qu'on appelle la UTA, International Ultra Triathlon Association. Et tous les ans, il y a une Coupe du monde. Et là, bah, c'est l'épreuve de l'Allemagne. Et je fais, mais comment j'ai pu m'inscrire ici, moi? Enfin, je me suis dit, il n'y a pas d'erreur. Il me fait, non, il n'y a pas d'erreur. Tout le monde peut s'inscrire. Je fais, mais c'est pas vrai. Et moi, je suis pas bien. Je fais, mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, tous les athlètes que je vois, pour moi, c'est tous des athlètes olympiques. Au niveau. Mais au niveau qui n'ont rien à voir avec moi. Je fais, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et il me met un stress de fou. Bah, je fais, ok, d'accord. Donc, les jours de préparation se passent. Enfin, l'échéance a lieu dans même pas 2 jours. Et c'est parti. Natation, 11 km 4 de nage dans un bassin de 50 mètres. Ça se passe bien. En plus, le président à cette époque-là de la Fédération française d'ultra triathlon, c'est un Français qui m'a pas décroché, enfin à personne, qui n'a pas décroché un seul sourire. Très fermé sur lui, très dur, un ancien rugbyman, très très dur sur lui. Très concentré. Ouais, très concentré. Et moi, je voulais bien faire, rien que pour lui ou même pour mon frère, enfin pour toutes celles et ceux qui me soutenaient, je voulais bien faire, mais je voulais bien représenter la France indirectement. Et du coup, pour faire court, je termine ce triple Ironman en 50 heures. Ok. Et là, c'est un truc de ouf. Et je finis devant l'autre Français. Ok. Donc moi, lui, il finit en 52 ou 53 heures. Donc je suis super content. On était 50 ou 55 au départ. Je dois finir entre la 20e et 25e place, peut-être, enfin milieu de classement. J'ai super content de moi. J'ai super bien géré ma course. Et je fais waouh, c'est génial. Et donc j'ai beaucoup échangé avec cet autre Français qui, lui, 2 semaines après, partait en Slovénie faire un double Ironman. Je fais un double Ironman en Slovénie, d'accord, mais il est là, ce double Ironman que j'ai jamais trouvé. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, la première chose que j'ai faite, j'ai été sur le site de la Fédération internationale ultra triathlon, voir le calendrier de cette année, mais surtout guetter les futures courses qu'il allait y avoir en 2015. Et de suite, je prends la décision qu'en 2015, je ferai une saison complète. Je me dis, voilà, j'ai envie de voir ce que j'ai dans le ventre, j'ai envie de me découvrir. Et en 2015, je décide de faire toute la saison. Alors, en 2015, il y a des doubles Ironman, des triples Ironman, et le cerise sur le gâteau, il y a un DK Ironman, mais en format one par day. C'est-à-dire que c'est un Ironman par jour pendant 10 jours. C'est au Mexique. Sauf que l'anecdote de fou, c'est que moi, toutes mes vacances chez les pompiers de Paris, je les ai passées à partir à droite, à gauche, à voyager pour faire toutes les épreuves de Coupe du Monde. Je crois que le Mexique, ça avait lieu en septembre, octobre. Et j'avais déjà fait peut-être 7 ou 8 ultra-triathlons de mars où j'étais parti aux États-Unis, j'étais parti dans les pays de l'Est. Enfin, j'avais voyagé partout. Toutes mes vacances étaient parties. Et pour partir au Mexique, il me fallait à peu près il me fallait 2 semaines exactement. Et l'anecdote, c'est qu'il me manque 5-6 jours de vacances. Et en fait, je fais un compte-rendu à la caserne pour leur dire, voilà, je voudrais prendre ces 5-6 jours qui me manquent, je voudrais les prendre sur mon quota 2016, sauf que ça revient avec un avis négatif. Et moi, dans ma tête, c'est pas possible que je fasse pas cette course. Parce que au classement mondial, je dois être... Donc, j'ai réussi toutes les courses. Alors, j'ai pas fait de podium, juste de finisher. Mais je dois être, je sais pas, 7 ou 8e mondial, premier français. Et mathématiquement parlant, même si c'est quasiment injouable, mais mathématiquement parlant, j'avais une micro-chance de terminer 3e. Et au-delà de ça, le DK Ironman, moi, ça me faisait rêver. Voilà, ça m'a fait rêver, parce que DK Ironman, un Ironman par jour pendant 10 jours, j'avais envie de découvrir cette distance que j'avais jamais découvert. Et comme je te l'ai dit, moi, souvent, je brûle les ponts derrière moi. Et je fais, ok, c'est non, j'y vais quand même. Et
donc avec une pression monstrueuse, parce que donc je suis classé déserteur, pour j'ouvre une parenthèse, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc de l'armée de terre. Il faut savoir qu'à l'armée de terre, quand on est déserteur, il y a les gendarmes qui viennent chez vous. Donc moi, mes parents, ma petite amie d'époque ont reçu les gendarmes à 2 ou 3 reprises chacun chez eux, à Perpignan et à Toulouse, pour savoir où j'étais. Ah oui, ça rigole pas. Être déserteur de l'armée de terre, de l'armée française, c'est une erreur qui est très très grave, mais que j'ai complètement assumée. Voilà, je savais qu'au retour du Mexique, j'allais ramasser. Et donc je pars là-bas. Donc pour moi, ça a été une motivation de fou. Surtout que le Decca Ironman, il commence très très mal. À ce jour, pendant de longues années, j'ai même eu le record du monde du plus long Decca Ironman. C'est-à-dire que le Decca Ironman, pour faire court, je l'ai terminé. Donc je suis finisher de ce Decca Ironman, mais je suis finisher, je crois, en 185 heures. Oui. C'est-à-dire que si on décompose un peu le calcul, ça fait à peu près 18 heures l'Ironman par jour. Donc 18 heures d'activité sportive par jour. Sachant que les premiers jours, l'Ironman, je le finis, je crois, en 14 heures. Après 15 heures, 16 heures. Et l'avant-dernier Ironman, je le termine en 22h30. Ah oui, d'accord. Le temps d'aller dormir 30 minutes, de me réveiller pour manger et de repartir pour le 10e jour. Ah oui, d'accord. Donc au total, je mets 185 heures. Et en fait, je me rappelle, là-bas, il y avait un Américain donc, qui faisait aussi le Decca Ironman. Et tous les matins, en fait, son petit truc, c'était de savoir si j'allais être au départ. Et à chaque fois, il me voyait au départ. Parce qu'on était 15 ou 16 au départ. On a fini à 6, je crois. Ah oui. Et il m'a jamais vu lâcher. Et tous les matins, quand il me voyait au départ de l'Ironman suivant, il me prenait dans ses bras. Il me fait, mais je sais plus qu'est-ce qu'il disait exactement, mais il me fait du style, mais comment tu fais encore pour être là? T'as dormi que 2 ou 3 heures, t'as fini ton Ironman en 18 heures, 19 heures, 20 heures. Enfin, là-bas, j'étais pas entraîné, j'étais pas préparé pour ce type d'épreuve. Et j'ai littéralement explosé. De par la chaleur, de par mon manque de préparation, mon manque de logistique, enfin beaucoup de choses, que je suis parti tout seul. Enfin, si, il y avait ma petite amie d'époque. Le matin, je me réveillais, j'étais sur un matelas qui était crevé, et compagnie. On a eu des trompes d'eau. Un matin, je me réveille, toutes mes affaires trempées. Elle a eu l'intelligence de prendre mes affaires. Elle a réussi à les réchauffer au micro-ondes. Ah oui, d'accord. Par coup de 10 secondes par 10 secondes, ça, pour pas que je parte avec des vêtements froids. J'ai eu des grosses indigestions. J'arrivais pas à me nourrir. Je faisais que vomir. Enfin, j'étais dans un état mais cadavérique. Sauf qu'en fait, mon leitmotiv que j'avais, mon pourquoi, c'était hors de question que je revienne chez les pompiers de Paris en ayant échoué. Parce que je sais que j'allais ramasser et je voulais pas ramasser en ayant échoué. Ça aurait été trop dur à digérer pour moi. Et je reviens à la caserne, ce qu'on appelle là-bas tenue de sortie, donc en costard, costume de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Rendez-vous Champéret à l'état-major. J'ai eu le N+2 ou 3 qui m'a reçu, colonel et compagnie. Je me suis pris pendant 20 minutes, une demi-heure. Ça se matchait dans tous les sens. J'ai même pas pu dire un seul mot. Et la conclusion, ça a été 20 jours de trous. Donc 20 jours de trous, donc ce n'est pas les trous qu'ont connus nos anciens chez les pompiers de Paris, mais c'est pendant 20 jours, je suis bloqué à la caserne. C'est-à-dire pas le droit de sortir de la caserne, des veillées à faire, signer des cahiers de registre la nuit, le matin, le soir, pour être sûr que je suis là, que je ne me suis pas échappé de la caserne. Tout ça, je l'ai entièrement assumé, parce que je savais que ça faisait partie du game, de l'écosystème. Donc tout ça, je l'ai même jamais reproché. Au contraire, ça m'a renforcé. Et, j'ai complètement assumé tout ça. J'ai assumé entièrement mes erreurs. J'en ai jamais voulu à cette institution, voilà, que je rappelle, qui est une magnifique institution et sur laquelle j'ai pas du tout envie de cracher dessus. Mais c'est une anecdote qui s'est passée justement pendant mon déplacement. Et l'année suivante, en 2016, je décide de refaire une saison complète. Mais cette fois-ci, j'ai appris en 2015, en faisant 8, 9, 10 ultra-triathlons, l'équivalent peut-être de 26 distances Ironman. Donc j'ai appris de mes erreurs. Je finis en 2015, donc je finis premier français, 6 ou 7e mondial. Et en 2016, je vais gommer mes erreurs liées à la logistique, mes erreurs liées à l'entraînement, préparation physique et tout. Et je serai vainqueur de la Coupe du Monde. Je finirai premier. Avant même de commencer, je finirai premier parce que je sais que c'est ma dernière saison en ultra-triathlon. Parce qu'il faut savoir qu'une saison ultra-triathlon, c'est à peu près 25 000 €. Moi, j'ai cramé toute ma trésorerie.
Je suis dans les investissements immobiliers à ce moment-là. Je peux pas me permettre de cramer de l'argent comme ça. Et en 2016, donc pour la faire rapide, cette année-là, il y a un x20 Ironman en format 1 par jour pendant 20 jours. Donc je le termine brillamment, je fais un podium. Enfin, je commence très mal ma saison, mais je la finis très très forte par de nombreux podiums. Et je suis vainqueur de la Coupe du Monde ultra triathlon en 2016. Et l'anecdote, en fait, qui a été très dure à digérer, c'est que d'un côté, je suis vainqueur de la Coupe du Monde ultra triathlon, donc je suis au sommet de mon art, entre guillemets. Je franchis la ligne d'arrivée lors de la dernière compétition au Mexique, donc avec le titre mondial. À ce moment-là, je suis super bien, je suis affûté, 76 kilos, je suis au top. Mais j'arrive même pas à fêter cette compétition, en fait, ce titre, parce que je sais que derrière, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, il y aura pas de suite. Je suis obligé d'arrêter l'ultra triathlon parce que j'ai pas de sponsor, il y a personne qui m'a suivi. Moi, il me reste de la trésorerie, mais c'est pour mes investissements immobiliers. Surtout que je suis pas reconduit chez les pompiers de Paris. Alors, c'était aussi à ma demande. Donc, mon contrat s'arrête. Il faut que je prépare aussi ma reconversion dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je peux plus me dévouer au sport, faire tous les sacrifices que j'ai fait en 2015 et en 2016. Et je suis très triste, en fait. Je suis dégoûté que ça s'arrête aussi violemment. Mais je sais que ça va reprendre. Mais quand, j'en ai strictement, alors là, aucune idée. Et là, pendant 6 ans, je vais manger mon pain noir. Et c'est très, très long de manger son pain noir pendant 6 ans. C'est-à-dire 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Et à partir de 2021, en fait, il commence à avoir un nouvel alignement des planètes, professionnel, familial, financier. Et là, je me dis, waouh, est-ce que ce ne serait pas le moment justement de reprendre ce vieux rêve que j'avais, qui s'est un peu terminé brutalement. Voilà, c'est ma future femme, ma femme d'aujourd'hui, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup cru en moi, m'a mis aucun bâton dans les roues. Alors, elle a été énormément surprise, hein, parce qu'elle, moi, elle connaissait mon vécu. Mais quand tu arrêtes aussi longtemps, que tu passes de 76 kilos à 98 kilos, j'ai peut-être fait le quintal, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux sur la balance. Mais le chiffre 98, c'est le plus gros que j'ai vu. Enfin, pour n'importe qui, c'est fini. Oui. Sauf que moi, c'était pas fini, moi. Et je savais que c'était pas fini. Et quand je lui ai dit que j'allais reprendre les championnats du monde ultra triathlon, elle m'a dit, mais reprendre quoi, là? T'as 40 ans, Enfin, je veux pas te critiquer, mais regarde comment t'es, tu fais plus de sport. Elle m'a jamais vu faire de sport en plus. Oui, d'accord. Je précise que pendant les 5 ans d'arrêt, en fait, moi, je suis pas un drogué du sport. En fait, moi, mon focus, mon esprit, je l'ai mis sur autre chose. Je l'ai mis sur l'entrepreneuriat. Mon esprit était tellement occupé dans l'entrepreneuriat que j'avais pas le temps de regarder derrière moi. Mais quand je dis que j'ai pas fait de sport, c'est qu'en 5-6 ans, j'ai dû faire 10 entraînements, mais maximum, hein, pour essayer à chaque fois de reprendre. Mais comme j'avais pas de carotte, comme j'avais pas d'objectif, j'ai jamais réussi à reprendre. Il te faut une compétition pour te motiver. Ah oui, mais il me faut un truc, pas n'importe quelle compétition, mais il me faut un gros truc. Et ça m'a jamais manqué. Moi, ça m'a... Et ma femme, elle m'a jamais vu faire de sport. Elle connaît mon vécu, mais elle l'a jamais vu. Elle me fait, mais elle comprenait pas, quoi. Et quand mes parents, ils ont su que je reprenais aussi la compétition... Mais par exemple, dans cette période-là, comment tu arrives à gérer le regard des gens? Très très mal. Moi ça a été, j'ai eu énormément de mal parce qu'en fait, on m'a collé une étiquette à juste titre, hein, de champion du monde ultra triathlon. Donc moi, j'avais cette étiquette de champion du monde ultra triathlon. Sauf que les gens, et je l'ai surtout vu en fait à la caserne de plaisir, où même pendant un moment donné, j'ai arrêté de prendre des gardes pendant 6 mois parce que je rentrais même plus dans mes pantalons. Mais je me rappelle un jour, j'ai même dû mon bouton, je l'ai enlevé et je l'ai recousu au bord, vraiment au bord, pour pouvoir fermer mon pantalon. Mais quand j'ai repris des interventions, j'étais dans une période qui a duré longtemps. Je partais sur intervention, mon bouton était jamais fermé. Il y avait juste la braguette qui était fermée au milieu. Ma veste est tombée jusque là, donc ça cachait un peu tout ça. Mais je rentrais presque plus dans mes pantalons et le regard des autres, c'était très compliqué pour moi. Enfin, les gens, d'un côté, ils voyaient un champion du monde ultra triathlon, mais d'un autre côté, ils voyaient quelqu'un qui se respectait plus, quoi.
Et moi, ça a été dur. Donc, à un moment donné, après qu'il y a eu la période Covid, tout ça, j'ai arrêté pendant 6 mois. Et je me suis dit, faut que je me respecte à nouveau, quoi, maintenant. Faut que je me reprenne. Et en fait, ce qui m'a permis de réinverser la tendance, de réinverser ma courbe de poids, c'est de me dire en 2022, alors ça devait être en 2021 la reprise, mais il y a eu le Covid, tout ça, donc ça a été la seule année en coupe du monde ultra-triathlon où la saison a été annulée. Et j'ai repris officiellement en mars 2022 aux États-Unis par un double Ironman. Et j'ai revu encore les photos la semaine dernière sur ma reprise en 2022. Je dois faire 90 kilos, 92 kilos, mais je suis dégueulasse. Mais en fait, pour moi, je vais réussir. Parce que pour moi, c'est du bon sens que d'avoir repris, parce que j'y ai toujours cru. Et à aucun moment, je me suis dit, Goulven, tu fais 92 kilos, ça fait 6 ans que tu n'as pas fait d'Ironman, là, tu reprends par un double Ironman. Je fais, en fait, non, mais c'est pas grave, enfin, j'y vais, quoi. Mais à aucun moment dans cette période d'arrêt et de reprise, tu t'es dit, mais finalement, comment je vais faire pour reprendre? Tu n'as pas eu peur de doute, de quelque chose qui t'a dit, non, finalement, non, c'est pas possible pour moi? Non, pas du tout. Après, tant qu'il n'y a pas eu un accident de la vie, enfin, pour moi, c'était... j'avais tout pour reprendre. Alors, j'avais pas la condition physique, mais j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, ma tête, mon envie de rêver grand. Donc, j'avais tout, en fait. J'avais tout. J'ai toujours été passionné par l'ultra triathlon, l'ultra distance. Donc, j'avais tout. Oui, alors c'est sûr que j'étais en surpoids. Mais non, c'était hors de question. Après, il y aurait pu avoir des événements dans la vie qui auraient pu me stopper, enfin, une maladie ou je ne sais quoi. Mais vraiment quelque chose de très très dur où là, ok, bon là c'est fini. Mais non, moi je me suis toujours senti chanceux par la vie. Et je me suis dit, bah non, mais j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, ma tête, mon envie de rêver, de voir grand. D'ailleurs, dans mon alliance avec ma femme, ce qui nous caractérise tous les deux, c'est que dans notre alliance, il y a marqué que j'emploie souvent ce mot-là, voir grand. Ça, c'est gravé dans nos alliances. C'est notre état d'esprit, c'est notre façon de voir les choses. Et c'est comme ça fait partie de notre ADN. C'est pas quelque chose qu'on ne cherche pas à voir grand absolument. C'est que ça fait partie tous les deux de notre ADN. Donc non, moi, à partir du moment où il y a eu où j'ai eu cette intelligence de voir qu'il y avait à nouveau cet alignement des planètes. C'est-à-dire quand on s'est mis ensemble, quand le Covid en fait a fait moi j'habitais Toulouse, elle habitait Paris, donc j'ai quitté mon appartement, 140 mètres carrés à Toulouse pour vivre avec elle dans 15 mètres carrés pendant 6 mois dans sa studette à Paris. Donc ça c'était le premier gros test, mais ça s'est super bien passé. Et après en fait on a pris une maison en location où on s'est installé ensemble rapidement dans une grande maison dans les Yvelines et au bord de la forêt, tout ça. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, je fais, mais attends, j'ai une grande maison, je peux installer toute ma logistique de sport, là où avant je devais monter 3 étages, mettre ça dans une cave et compagnie. J'ai la forêt, enfin là, j'ai tout. Ce que j'ai là, je ne l'ai jamais eu jusqu'à présent. Il me fait maintenant, le seul truc que j'ai pas, c'est ma condition physique, mais ça, c'est à moi de me sortir les doigts et de faire ce qu'il faut pour réinverser la tendance. Là, j'ai plus aucune excuse, quoi. J'ai un paradis autour de moi pour m'entraîner. J'ai même une piscine à 2 km de la maison, avec une balnéo et tout. Je fais, non, maintenant on y va, quoi. Maintenant c'est parti, 2022, on rembraye sur une Coupe du Monde. Mais l'objectif, c'est d'être vainqueur de la Coupe du Monde. Même avec mes 90 kilos au départ. Ça, j'y vais pas pour faire de... L'échec n'est pas permis. Ah non, mais j'y vais pas pour éplucher des oranges. J'y vais, même si je pars de très très loin, même si les premières compétitions me rappellent à l'ordre que je suis, entre guillemets, je vais être dur avec moi, mais que je suis une merde. Parce que physiquement, je suis dégueulasse. Mais il y a beaucoup de courses cette année-là. Et au fil des compétitions, donc plus il y a de compétitions, plus il y a d'entraînement aussi. Et en fait, la courbe de poids, elle s'inverse assez rapidement. Et je repasse sous la barre des 90, sous la barre des 85. Je me rapproche des 80 kilos. Enfin, je suis super bien. Et je finis l'année... j'ai la chance aussi. Parce que, attention, derrière tout ça, il faut beaucoup de chance. J'insiste beaucoup sur la chance. J'ai pas de blessure. Tout se passe bien. Et je finis l'année en boulet de canon. Et de pas grand-chose, je finis premier mondial. Et là, je fais, c'est bon, c'est parti maintenant. C'est parti. Et après, l'enchaînement, en 2023, j'ai encore moins d'excuses. Parce que là, je commence l'année très très bien.
Et en fait, plus je vais dans l'extrême, plus je continue l'ultra-distance, plus je fais attention à moi. Ma femme, elle voit que c'est ma passion, donc elle insiste aussi pour que je me professionnalise, parce qu'elle sait que je ne vais pas arrêter. Parce que quand je reprends en 2022-2023, je suis tout seul. C'est-à-dire que je fais pas attention à ma santé. Je fais attention à ce que je mange, entre guillemets, mais j'ai pas de médecin du sport, j'ai pas de kiné, j'ai pas de chiropracteur, j'ai rien de tout ça. Donc elle insiste beaucoup à partir de 2023 pour que je m'entoure d'une équipe, même si c'est une équipe qui va pas me suivre pendant mes compétitions, mais au retour de chaque compétition dans mon quotidien, que ce soit des médecins que j'aille voir de manière régulière pour me professionnaliser. Donc ça m'aide aussi à me professionnaliser. Et 2023, nouvelle Coupe du Monde. 2023 en plus, je remporte à cette époque-là le plus grand triathlon du monde, à ma grande surprise. Donc c'est en Suisse, c'était un x20 Ironman en continu, 76 km de nage, 3600 km de vélo et 20 marathons d'affilée, 844 km de course à pied, alors que j'étais venu là pour faire un podium peut-être. Je remporte la compétition. Et là, comme en 2011, là, je tombe énormément de croyances limitantes. C'était ma première victoire en ultra triathlon. Et je fais maintenant le patron, c'est moi en ultra triathlon et ça ne changera pas. 2024, on annonce en Italie encore un nouveau plus grand triathlon du monde. Cette fois-ci, c'est plus un x20, c'est un x30 Ironman. Donc 114 km de nage en bassin de 50 mètres, 5400 km de vélo et 30 marathons d'affilée, 1266 km de course à pied. Je suis grand favori, je finis premier. Nouvelle Coupe du Monde. Et cette année, en 2025, donc je prends de la confiance. Là, tu prends de la confiance, tout en me remettant régulièrement en question. Voilà, en repartant à chaque fois de zéro, de zéro, d'une feuille blanche, avec des nouveaux entraînements, une nouvelle préparation. Régulièrement, je vais voir mon équipe médicale et tout pour voir si tout va bien. Et en 2025, donc cette année, il reste encore une grosse compétition à faire. Mais cette année, on a fait déjà... Les plus grosses compétitions en 2025, c'est les DK Ironman. Donc c'est déjà des grosses compétitions. Il n'y a pas eu de x20, pas de x30. Mais il y a eu 4 DK Ironman. Sur les 4 DK Ironman, j'en ai remporté 3. En Afrique du Sud, en France et en Pologne. Et là, au Brésil, j'ai fini 2e. Et il y en a un 5e sur le continent asiatique, à Taïwan. Et là, qui a lieu en novembre, mi-novembre. Et l'objectif, c'est d'aller chercher une quatrième victoire en DK Ironman. Donc là, à ce jour, j'ai officieusement, j'ai déjà la Coupe du Monde Ultra Triathlon, même si ce n'est pas encore officiel, parce que la saison n'est pas terminée. Mais au classement, là, on ne peut plus me rattraper. Donc voilà, et on va continuer. Et ton parcours, il est très impressionnant. Et moi, la question qui me vient, parce que tu l'as employé souvent, comment est-ce que tu as fait pour briser tes croyances limitantes et pour continuer à pousser malgré les obstacles, les épreuves que tu pourrais rencontrer, parce que tu en as sans doute rencontré, des échecs, des difficultés. Comment tu arrives à sortir le meilleur de toi-même, même quand tu n'es pas sûr? Alors moi, j'ai une très grosse... Maintenant, en fait, c'est le passage à l'action. En fait, plus tu passes à l'action, plus tu es dans le game, plus tu es dans l'action. Il y a une très belle citation qui le dit d'ailleurs, c'est... Parce qu'il y a beaucoup que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, l'être humain a beaucoup de connaissances, mais l'être humain passe très peu à l'action. Et il y a une très belle citation qui résume ça, c'est la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Et moi, en fait, j'ai pas les meilleures connaissances du monde, j'ai pas toutes les connaissances, que ce soit dans mon domaine de l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans le sport. Mais par contre, le peu de connaissances que j'ai, je passe à l'action. Moi, j'attends pas d'avoir tous les ingrédients. C'est vrai que je compare beaucoup la vie, l'entrepreneuriat, le sport à une recette de cuisine. Et je vais rebondir un petit peu là-dessus. Demain, tu as ton enfant, ta femme, ton homme, peu importe, qui te demande de faire un gâteau au chocolat. On sait tous faire un gâteau au chocolat. Si on ne sait pas faire, on a ChatGPT, on a Internet. Des recettes partout. C'est pas compliqué. Mais par contre, chez toi, tu vas peut-être pas forcément, à l'instant T, avoir tous les ingrédients. Si tu n'as pas tous les ingrédients, tu vas pas dire à tes enfants ou à ta femme ou à ton homme, non, il me manque les œufs, ou il me manque la farine, ou il me manque le chocolat, je peux pas le faire. Voilà. Il y aura jamais le gâteau au chocolat parce qu'il manque des ingrédients. Avec du bon sens, tu vas faire quoi? Si tu as un commerce de proximité qui est encore ouvert, tu vas aller acheter les ingrédients qui te manquent et tu vas faire le gâteau au chocolat. Si c'est pas possible, tu vas peut-être remettre ce gâteau au chocolat la semaine prochaine, mais tu vas le faire, ce putain de gâteau au chocolat, parce que c'est pas compliqué, parce que si tu n'as pas les ingrédients, tu vas aller les chercher. Dans le sport, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le sport, moi, à plusieurs reprises, j'ai pas toujours eu tous les ingrédients. Et s'il me manque un ingrédient,
je vais aller le chercher auprès d'athlètes qui ont déjà réussi à faire ce que je veux faire. Je vais me former, je vais acheter des formations, je vais acheter des livres, je vais me renseigner sinon gratuitement auprès de d'autres athlètes, mais je vais aller chercher ces ingrédients. À partir du moment où je veux faire un truc, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai les capacités intellectuelles ou pas pour le faire, je vais y aller. C'est comme la traversée de la Manche à la nage. La traversée de la Manche à la nage que j'ai fait, je crois, en 2014 ou 2016, je ne sais plus trop. Ça a été un échec. Mais la traversée de la Manche à la nage, en fait, j'en ai eu marre, comme pour l'Ironman de Nice, de me dire tous les ans, allez, je m'inscris, mais je vais attendre d'avoir tous les ingrédients, d'avoir le bon niveau pour le faire. Et en 2014 ou 2016, j'en ai eu marre d'avoir marre. C'est-à-dire, ok, j'ai toujours pas les ingrédients et je pense que je les aurai jamais, tous ces ingrédients-là, mais je vais quand même y aller, comme pour l'Ironman de Nice. Et j'ai fait la traversée de la Manche à la nage. Enfin, on m'a arrêté au 20e kilomètre parce que c'est une grosse mafia, il faut dire ce qui est, les Anglais, parce que je nageais pas assez vite. Enfin, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir plus. Et ça n'a pas matché, mais c'est pas grave. Derrière ça, j'ai rebondi avec d'autres compétitions. C'est-à-dire que moi, pour répondre à ta question, je suis beaucoup dans le passage à l'action. C'est action, 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 action. Il manque plein de connaissances, donc j'essaye d'aller au commerce, de chercher, d'aller acheter tous les ingrédients qui me manquent pour compléter un peu ma collection de tout ce que j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai quand même une grosse collection d'ingrédients, mais j'essaie, voilà, moi, c'est le passage à l'action. L'échec ne me fait pas peur, c'est-à-dire que moi, j'ai pas honte d'échouer. Parce que l'échec, comme pour l'Ironman de Nice... Comment tu arrives à gérer justement l'échec dans ton parcours? L'échec, c'est très bien que tu poses cette question, parce que là, au moment où on fait ce podcast, je reviens d'un échec. Voilà, je l'ai encore en travers de la gorge, cet échec. Ça faisait 2 ans et demi exactement que je n'avais pas eu un échec sur une compétition. La semaine dernière, j'ai fait le Summum Project. Donc, c'est un défi, c'est un Ironman, enfin un triathlon longue distance, avec la particularité, c'est que la course à pied, l'arrivée de la course à pied se fait au sommet du Mont Blanc, à 4810 mètres. C'est une compétition que j'ai déjà réussi à terminer l'année dernière, en 25h19, sauf que je n'avais pas forcément été content de ma prestation, de mon chrono, parce que le GPS m'avait mis un petit peu dedans, à vélo et sur la première partie où j'étais tout seul de l'ascension. Ensuite, la deuxième partie, on fait ça avec un guide haute montagne, donc c'est beaucoup plus facile. Mais ce qu'il faut savoir cette année, c'est que ma première partie de saison, qui a été la plus grosse que j'ai jamais faite, puisque j'ai fait l'équivalent de 45 distances Ironman de mars à juillet, donc je crois en 5 ou 6 mois. Et tout le mois d'août, j'ai tout lâché, parce que j'avais besoin de me reposer, mon corps avait besoin de souffler, moi aussi j'avais besoin de profiter beaucoup plus de mes enfants, de ma famille, tout ça. Et j'ai repris l'entraînement fin août, tout début septembre. Sauf que le Summum Project arrivait le 13 ou 14, enfin arrivé 10 jours après, enfin 2 semaines après. Et la première semaine d'entraînement, enfin les 5-6 jours de reprise ont été catastrophiques. Voilà, mon corps, lui, il avait lâché prise, mais complètement. Donc des courbatures, mais de fou sur les 5-6 premiers jours. Et la dernière semaine d'entraînement, c'est là où j'ai commencé vraiment à retrouver de bonnes sensations. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. Donc le Summum Project, en fait, 2025, donc j'ai fait les 3 km 8 de nage où j'ai nagé avec 8-9 minutes de moins que l'année dernière. La partie vélo a été laborieuse, parce que c'est 180 km de vélo avec 3000 mètres de dénivelé positif. Et l'ascension, je l'ai bâché on était à 3 km du sommet. Je l'ai bâché à 4150, 4200 mètres d'altitude. J'aurais pu aller au sommet, mais ça m'aurait demandé peut-être 2-3 heures de plus que les 4-5 heures que ça demande déjà. Sauf que la haute montagne, il y a le guide, il y a le temps, même si le temps était au rendez-vous. Mais une fois qu'on est au sommet, pour redescendre d'où on venait, il y a encore 9-10 heures de randonnée. Donc on peut pas improviser non plus. Voilà, faut être sûr de redescendre en bonnes conditions, dans un temps imparti. Donc c'est beaucoup plus compliqué la montagne. À partir du moment où il y a un gros coup de moins bien, à un moment donné, il y a des décisions à prendre que j'ai dû prendre moi-même. Et donc j'ai été très déçu, mais je m'en voulais, et même encore à ce jour, je m'en veux énormément à moi. Mais pour rebondir, comment je fais ? Moi, quand je reviens chez moi, déjà, c'est ranger toutes mes affaires le plus rapidement possible. C'est comme une scène de crime, en fait. Il faut que je nettoie cette scène de crime, il faut que je nettoie ce sketch, cette blague-là,
qui s'est mal passé. Et je veux plus voir de traces du summum, quoi. Mes affaires de triathlon, je réintègre tout au garage, je range tout et je veux passer à autre chose. Ensuite, moi, je me remets directement au travail. Après, en même temps, j'ai pas trop le choix, mais au moins, mon esprit, il passe à autre chose. Autre chose que je fais, c'est, même si c'est déjà planifié, c'est vite se remettre dans une nouvelle compétition pour se refixer un nouveau défi. Donc là, le prochain défi qui reste à valider, ce sera en novembre avec le DK Ironman à Taïwan. Et c'est déjà pas mal. Voilà, déjà mettre ces actions en place, ça permet justement de ne pas cogiter, de ne pas ruminer sur cet échec. C'est mettre son esprit, transférer son esprit sur autre chose. Ne pas s'arrêter sur l'échec et sur l'expérience de l'échec, du coup. Non, voilà, et prendre le temps aussi à froid d'analyser l'échec, d'avoir cette intelligence, même si c'est quelque chose de compliqué, on n'a pas forcément envie de le faire, c'est être honnête avec soi-même. Voilà, c'est de ne pas se raconter une histoire, parce que là-haut, j'ai eu des nausées, j'ai eu des douleurs, mais c'est pas ça qui m'a empêché de mettre un pied devant l'autre. Voilà, même si j'avais pas eu ça, je me serais senti beaucoup plus libéré, mais les quadris, ça n'aurait pas soulagé mes quadris qui étaient HS de chez HS. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Pourquoi j'ai eu un échec à cette compétition-là, c'est que je me suis peut-être vu trop fort, j'ai peut-être pas suffisamment respecté le summum, pourtant que je connaissais parce que j'avais été finisher en 2024. Voilà, je me suis sûrement vu trop beau. J'ai peut-être pas aussi cette intelligence de vouloir, d'avoir cette intelligence de me faire de bien planifier mes compétitions. C'est-à-dire que moi, je suis tellement passionné par l'ultra-distance que j'ai envie d'en faire un maximum. Parce que j'adore ça, parce que je découvre plein de choses et je ne sais pas forcément dire non. J'ai du mal à me dire non. Tu vois, l'année dernière, non, où il y a 2 ans, alors que je n'étais pas forcément prêt, on était en début de saison, on était en mars ou en avril. Le samedi, je fais la diagonale des Yvelines, donc c'est un trail de 100 km. C'est le samedi. Je le termine, il doit être 23h minuit. Le lendemain, je suis inscrit au marathon de Paris. Ah oui, d'accord. Parce que je voulais en faire un maximum, parce que je veux faire un maximum de courses. Et c'est pas intelligent. Voilà. Donc, il me manque cette intelligence de course, ce Summum Project. La vérité, c'est que j'aurais jamais dû m'y inscrire. Parce que je savais qu'il y allait avoir une grosse coupure entre ma première partie de saison où j'ai fini 45 distances Ironman et la reprise. La reprise, il m'aurait fallu au moins 1 mois pour que je me remette bien. Mais ça m'a tellement fait rêver ce même project en 2024 que j'ai voulu revivre ces bons moments. On apprend, mais je suis pas sûr de ne pas refaire la même erreur. Parce que, encore une fois, voilà, je suis... ça brûle en toi. Ouais, ça brûle en moi. Je suis quelqu'un d'entier, je suis passionné. Et comme je vois pas forcément l'échec comme une honte, moi, ça me gêne pas plus que ça. Donc, j'y vais. Mais il faut quand même que je m'améliore là-dessus. Oui, et tu t'entraînes à quelle fréquence par an? Alors moi, c'est une très bonne question. C'est vrai que les gens, en fait, par rapport à mon parcours, à mon palmarès, s'imaginent le mec autiste qui s'entraîne 30 heures, 40 heures par semaine. Alors là, c'est vrai que je vais vous dévoiler un peu la manière dont je m'entraîne. Ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs. En fait, moi, 90% de mes entraînements, et c'est véridique, hein, je les fais avec mes enfants. C'est-à-dire que tous les jours, je fais l'équivalent d'un semi-marathon, du lundi au vendredi, où j'ai investi, pareil, ça c'est par rapport à toutes les compétitions que j'ai pu faire en ultra-triathlon, notamment les compétitions que j'ai fait en Suisse, parce que c'est beaucoup développé en Suisse, où je voyais beaucoup de parents acheter des chariots poussettes. Okay. Les chariots poussettes Tulle qu'on voit, qui se démocratisent de plus en plus. Et je me suis dit, en fait, pendant les compétitions, parfois, comme j'ai rien à faire, quand je fais des longueurs ou à rouler, on réfléchit beaucoup. Et je me suis dit, j'ai commencé à faire beaucoup de visualisations pendant les compétitions et à me dire, si j'avais ce chariot poussette, ça pourrait être chouette, je pourrais m'entraîner davantage avec mes enfants, peut-être m'entraîner même davantage pour moi. Et du coup, je suis passé à l'action en 2023, peut-être. En 2023, j'ai investi dans une poussette 2 places, dans un chariot poussette. Et en fait, tous les jours maintenant, ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais ça, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça je m'en fous complètement. C'est la discipline, c'est du lundi au vendredi, 10 km le matin, donc pour amener respectivement mes enfants chez la nounou et à l'école. C'est en chariot poussette, on y va.
Donc 10 km le matin, 10 km le soir pour aller les récupérer. Et ça, c'est 90% de mes entraînements. Alors après, je complète mes entraînements chez moi. Voilà, j'ai quelques agrès de musculation, j'ai un home trainer. Le week-end, je continue aussi de m'entraîner un petit peu. Mais 90% de mes entraînements, c'est avec mes entraînements en famille et sans se prendre la tête, en fait. Et comment tu arrives à garder cette discipline sur le long terme? Parce que ça peut être très difficile d'être aussi rigoureux dans ces entraînements. Il y a parfois des jours où tu pourrais dire, bon là, tranquille, je me suis déjà entraîné ce matin, ou je me suis déjà entraîné hier, je peux relâcher un peu la pression. Un mot, la passion. Il n'y a que ça qui te drive. La passion, c'est comme j'ai dit au début quand on a introduit un peu ce podcast, moi j'ai 44 ans et je suis passionné de fou, quoi. C'est pour ça que tous les ans, enfin depuis 2022, depuis ma reprise, je fais l'équivalent entre 40 et 50 distances Ironman tous les ans. Les gens ne comprennent pas comment je fais pour aller chercher cette énergie. Parce que les gens voient que le sport en lui-même, mais ne voient pas la partie qui est beaucoup plus compliquée pour moi à gérer, c'est-à-dire tous les déplacements. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'équipe, à chaque fois, je me déplace tout seul. Les réservations d'avions, d'hôtels. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule compétition en France. La plupart, c'est États-Unis, Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Taïwan, les pays de l'Est, Allemagne. Mais il n'y en a qu'une seule, en France. Donc, c'est des déplacements qui sont très lourds, très énergivores, très compliqués à faire. Et ça me demande beaucoup plus, ça me prend beaucoup plus d'énergie qu'une compétition. Moi, quand je suis sur le départ d'une compétition, je veux pas ne pas respecter la discipline de l'ultra-triathlon, mais un DK Ironman, par exemple, pour reprendre ces distances où j'en ai fait 4 cette année, 38 km de nage, alors que j'aime toujours pas nager, c'est juste mettre, entre guillemets, c'est juste mettre un bras devant l'autre, pédaler, c'est 1800 km, c'est juste pédaler, et courir, c'est juste mettre un pied devant l'autre. Mais tout ce que j'ai, toute l'énergie que m'a demandé l'avant-compétition pour être là, c'est-à-dire gérer mon absence, anticiper le travail, faire en sorte que ma femme ne se retrouve pas seule, que mes parents puissent me remplacer ou que mes beaux-parents puissent me remplacer, sachant que moi, mes parents, ils habitent dans le sud à Perpignan, mes beaux-parents, ils habitent à Marrakech. Donc nous, on n'a personne pour nous aider, on a 2 enfants en bas âge, on a des entreprises à gérer. Enfin, ma femme, je ne peux pas partir et tout laisser tout à ma femme, sinon elle va exploser en plein vol. Donc c'est énormément stressant. Moi, je ressens encore. Comment tu arrives à conjuguer les deux, justement? Parce que là, tu me décris une vie de famille bien remplie, une vie professionnelle très remplie, et à côté, ta passion qui vraiment t'anime au quotidien et que tu ne pourras pas arrêter comme ça, tu vois. Avoir une femme en or. Déjà, c'est avoir une femme en or qui comprend votre passion, qui va comprendre vos absences, qui va vous encourager même à continuer. Je prends l'exemple d'un message vocal que m'a fait ma femme à quelques heures après mon échec au summum. Donc, je lui fais un vocal depuis Chamonix, depuis le refuge du goûter où j'ai réussi enfin à avoir un petit peu de réseau. Donc je lui explique avec un vocal que je m'excuse parce que je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir été au sommet par rapport aux sacrifices financiers, par rapport à tous les sacrifices qu'elle a fait aussi pour que je puisse y aller. Donc j'étais vraiment gêné vis-à-vis d'elle. Et elle me fait un vocal, elle me fait « Non, mais ce que tu as fait, c'est déjà extraordinaire, tu es monté à 4002. » Enfin, elle a beaucoup de réconfort. Et surtout, elle me dit « Mais si tu dois refaire ce défi dans 2 semaines avec Cyril Blanchard, donc, qui est l'organisateur, on le refait, on trouve les moyens, refais-le. » Alors que moi, je veux même plus entendre parler de ça. Maintenant, je suis passé à autre chose. Non, mais... Donc voilà, c'est d'avoir une femme en or, d'avoir une femme extraordinaire qui vous met pas de limites. Qui te soutient beaucoup, j'imagine. Qui me soutient énormément. Voilà, il y a beaucoup de fierté dans ses yeux par rapport à ce que je peux faire. Donc non, faut être passionné, il faut avoir une femme en or. Parce que si ça se passe mal dans un couple, ça demande tellement c'est tellement compliqué ce type d'épreuve que c'est très dur. Et ça, je m'en suis beaucoup aperçu quand je faisais des sports de combat, où j'ai vu énormément de boxeurs avec un talent mais monstrueux, mais dans leur couple, ça se passait pas forcément bien. Et j'ai vu des boxeurs mais monstrueusement forts et passer au travers de combats parce qu'ils avaient eu un souci familial ou leur femme ne comprenait pas ou ne voulait plus. Et les mecs, ils avaient tellement cette charge supplémentaire à gérer au niveau de leur couple
que ils n'y arrivaient plus, quoi, alors qu'ils avaient un talent, mais monstrueux. Et il y en a énormément d'athlètes qui ont des capacités monstrueuses, peu importe les disciplines sportives, mais qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet parce que dans leur couple, ça se passe mal. Et ça, c'est comme une maison, c'est les fondations. Si les fondations sont pas stables, vous pouvez être le meilleur du monde. Vous arriverez à rien. Donc moi, j'ai la chance, parce qu'il faut encore une fois, il faut de la chance pour rencontrer la bonne personne qui va vous comprendre. Donc j'insiste beaucoup sur la chance. Et c'est vrai que ça me fait chier même parfois que la chance ait autant d'importance dans la vie. Mais il faut quand même avoir de la chance. Donc j'ai la chance d'avoir une femme en or. Je suis très passionné. J'ai la chance aussi, encore une fois, mais d'avoir eu cette intelligence, d'avoir trouvé ma voie. Voilà, d'avoir eu de m'être formé, de prendre du recul. D'avoir osé. De comprendre qui je suis pour vraiment trouver ma voie. J'ai trouvé ma voie dans l'ultra-distance, dans ma niche qui est l'ultra-triathlon. Et je ne peux pas mentir, puisque je fais 40 à 50 distances Ironman tous les ans. Je suis déjà pressé d'être en 2026 pour reprendre une nouvelle saison de Coupe du Monde. Mais tout ça, ça demande du travail aussi quotidiennement au sein du couple pour pouvoir exercer cette passion. Comme tu le dis, c'est beaucoup de sacrifices. Mais encore une fois, voilà, on n'a qu'une vie. On fait le maximum à deux pour que je puisse y arriver, même beaucoup plus qu'à deux, parce que derrière, il y a mes beaux-parents et mes parents qui contribuent énormément à ce que je puisse réaliser ça, parce que si demain mes beaux-parents et mes parents ne venaient plus à la maison garder les enfants pendant mon absence, ce sera encore une autre problématique. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de ce podcast, problème, difficulté, ne veut pas dire impossible. On va trouver d'autres solutions, mais des solutions à trouver en plus, c'est de l'énergie que tu consommes en plus. Donc si on peut m'éviter cette charge mentale en plus, que je puisse la mettre dans la concentration de ma compétition, c'est encore mieux. Donc voilà, avoir une femme en or ou un homme en or, voilà, tout dépend de comment vous regardez, enfin qui vous êtes à regarder cette vidéo, et être passionné. La passion, c'est important. Il faut être passionné. Ça, c'est le moteur même. Ça, c'est génial parce que déjà, je vois que tu as totalement conscience aussi de l'investissement de tes proches par rapport à ton parcours et tu leur donnes un peu une partie de laurier. C'est un peu comme si quand tu remportais une coupe, c'était aussi une victoire ensemble, une victoire globale. Moi, l'une des questions qui me vient aussi, c'est comment tu arrives, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, j'ai déjà fait assez, ça suffit. Il n'y a pas un moment où tu as, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais la grosse tête en te disant, c'est bon, je suis le meilleur, j'ai fait peut-être tout ce qui est possible de faire. Il n'y a pas un moment où tu as un frein, une barrière où tu te dis, c'est bon, stop. J'y arrive pas et ta question elle est intéressante parce que je me la suis posée il y a... Enfin, c'est pas que je me la suis posée il y a 2-3 jours, mais en faisant quelques vidéos justement sur Instagram ou des réels, je me suis aperçu de quelque chose que parfois, en réfléchissant à voix haute, on voit des choses qu'on voit peut-être pas forcément au quotidien parce qu'on a la tête dans l'eau et on prend pas le temps de la relever. Mais en fait, le sentiment que j'ai eu justement par rapport à cet échec, c'est un sentiment de haine. Je suis un peu dur, mais je m'en suis de honte. J'ai vraiment honte de cet échec. Je m'en veux énormément, mais vraiment énormément. Je suis vraiment pas content de moi. Et en fait, je me suis dit, j'ai pris le temps en fait d'essayer d'analyser rapidement, de me dire, mais en fait, ma réaction, d'un côté, elle est cool, quoi. J'ai honte de moi, je suis vénère contre moi, et je me dis, en fait, ça, le sentiment que je ressens, c'est le sentiment de quelqu'un qui est encore passionné. C'est-à-dire que si j'étais revenu du summum avec cet échec, mais que j'en aurais eu, entre guillemets, rien à foutre, je me dis qu'en fait, ça aurait été mauvais signe. Ça aurait été peut-être le signe de quelqu'un qui est sur le déclin, sur la fin, qui est peut-être plus suffisamment passionné. Mais là, quand je te dis que je m'en veux, mais à moi, hein, c'est à personne d'autre. C'est à moi. À chaque fois, moi, quand il y a quelque chose qui est mal fait, c'est moi et personne d'autre. Moi, alors les excuses, je supporte pas ça. Et je sais pas en trouver des excuses. Je sais plus en trouver. On aurait pu en parler de ça, mais je supporte plus les excuses. Et donc, c'est moi et personne d'autre. Et je me dis, c'est cool. C'est cool, c'est que je suis encore passionné et que j'ai encore envie de voir grand. Et aujourd'hui, on n'en parlera pas là parce que c'est encore trop
c'est trop neuf encore, mais ouais, il va y avoir de gros projets dans l'ultra-triathlon. En tout cas, que je vais essayer de mettre en place. Ça va pas être simple, mais j'ai encore de gros projets de voir grand dans l'ultra-triathlon. Alors après, ça s'arrêtera à un moment donné. Mais encore une fois, je vais pas forcément décider de la fin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont en bas âge. Le plus âgé, bon, il est jeune, il a 3 ans et demi. Mais à un moment donné, ils vont continuer de grandir. Ils vont aussi s'intéresser au sport. Enfin, je pense. En tout cas, c'est ce que moi, je vais essayer de leur transmettre. Dans quelques années, ils vont peut-être aussi prendre une première licence. Donc moi, je vais avoir encore d'autres responsabilités de les amener aux entraînements. Qui dit entraînement dira qu'ils vont faire aussi leur première compétition. Et la question qui va se passer, c'est est-ce que j'ai envie de troquer les compétitions de mes enfants pour mes compétitions à moi ? Et je ne suis pas sûr. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se fera un virage, qui se fera naturellement en fait. À un moment donné, je me dirais, oui, j'ai déjà gagné beaucoup de choses, tant bien même que je n'aurais rien gagné, je pense que ce virage, ce serait le même. C'est que maintenant, il y a mes enfants, j'ai aussi envie de les accompagner, j'ai aussi envie de les voir épanouis, j'ai aussi envie de les voir gagner des médailles, revoir leur sourire. J'ai pas envie de passer à côté de ça pour, entre guillemets, mon égoïsme des compétitions. Donc non, à ce jour, tant que l'alignement des planètes est là, que la famille, les finances, le travail me le permettent, je vais continuer parce que je suis ultra passionné. Mais à un moment donné, il y aura, on s'arrêtera et voilà pour d'autres choses plus motivantes et pour d'autres histoires, pour ouvrir un autre chapitre, tout simplement. Tout simplement. C'est beau, c'est magnifique. Et tu vois, tu as dit quelque chose de très important lorsque tu t'expliquais. Tu as parlé des excuses. Et moi, il y a une autre question que j'aimerais te poser. Déjà, c'est quel est le plus important entre le physique et le mental selon toi? Et aussi, comment tu arrives à gérer les excuses? Comment tu arrives à passer outre les excuses que tu pourrais te trouver? Ou surtout au début, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est différent. Physique, mental, ça c'est super simple. Le mental, le physique, je ne vais pas dire qu'on s'en fout. C'est comme le talent en fait. On parle souvent le talent. Le talent, il va pas t'amener à grand chose, le talent. Si tu as le talent mais que tu n'as pas la discipline, ton talent, tu peux te le mettre où je pense. On a tous du talent. En fait, les gens pensent qu'on a tous un don, on a tous un talent, ou que combien de fois je l'ai entendu, oui mais lui il a des capacités athlétiques, oui mais lui il a un talent de fou. En fait, on l'a tous. Et je prends souvent comme exemple Kylian Jornet. Kylian Jornet qui a cassé le game dans l'ultra triathlon, qui a tout démocratisé dans le trail, dans l'ultra trail, qui a tout démocratisé. Alors oui, Kylian Jornet il a un talent de ouf. Mais le talent qu'a Kylian Jornet, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes de son âge qui ont eu le même talent à un moment donné. C'est vrai que je rebondis sur la chance. Kylian Jornet, il a eu la chance de naître à la montagne, d'avoir des parents montagnards, sportifs. Donc il a été bercé dans la montagne. Mais jusque-là, il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la montagne. Mais est-ce que pour autant, c'est tous des Kylian Jornet? Non, c'est que lui, derrière... Ok, il a eu un talent, la vie lui a donné un talent ou des prédispositions par rapport à où il est né, mais ensuite, il a su en prendre conscience qu'il en a fait quelque chose. Voilà. Moi, je préfère ne pas avoir de talent, être né à la campagne ou même à Paris, on va dire, ne pas avoir de talent, mais par contre, avoir une discipline où là, je vais aller m'entraîner tous les jours, je ne vais pas me chercher d'excuses, et le talent, pas le talent, mais la chance que j'ai pas eu d'être né à la montagne ou dans un univers ou dans un écosystème qui m'aurait permis de progresser beaucoup plus, je vais en faire abstraction et je vais mettre une discipline en place qui va me permettre de rattraper un peu tout ce que j'ai pas eu. Voilà, au lieu de courir à la montagne, je vais courir, je vais faire du dénivelé dans les marches d'escalier. Enfin, même à Paris, du dénivelé, si on veut en faire, on en fait du dénivelé autant qu'à la montagne à Paris. C'est pas compliqué, il y a des forêts, où vous prenez une bosse comme je l'ai fait régulièrement, une bosse de 20-30 mètres, et bêtement, pendant 3 heures, 5 heures, vous montez, descendez, et vous ferez comme la finalité sera comme à la montagne. Donc non, le talent, à un moment donné, il faut arrêter. Le talent, pour moi, c'est la plus belle excuse. Ça, quelqu'un qui vous sort que moi, j'ai pas le talent, ceci, cela, bon, crache-moi le morceau, voilà, c'est que t'es feignant, t'as pas envie, mais il n'y a pas de honte. Encore une fois, il n'y a pas de honte à ne pas aimer courir, à ne pas aimer le sport, ou à ne pas aimer ceci, cela, ou être mauvais. Moi, quand je suis mauvais, j'ai pas honte de le dire. Donc le talent, à un moment donné, il faut arrêter avec cette excuse du talent.
et remplace-le plutôt par de la discipline pour rattraper le talent que tu n'as pas eu. Pour répondre à ton autre question, les excuses, en fait, c'est un jeu intellectuel avec lequel j'ai joué avec moi-même pendant de longues années. C'est-à-dire que tu sais que, comme je disais au début de ce podcast, l'être humain, il fait souvent des raccourcis impossibles. Difficile veut dire impossible. Sauf que moi, quand je suis face à une problématique, le premier truc que je mets en place, c'est trouver une solution. Alors, selon des problèmes, je vais te raconter une super anecdote là-dessus. Et selon les problématiques, il y en a qui viennent en quelques secondes, d'autres où il va falloir se creuser un petit peu plus les méninges, ça va venir en quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Mais en fait, plus tu vas jouer à cet exercice et plus en fait, tu vas reprogrammer ton cerveau. Et ton cerveau, à un moment donné, comme face à chaque difficulté, tu cherches une solution, à un moment donné, c'est comme apprendre une nouvelle langue étrangère. À un moment donné, ton cerveau, il ne sait plus trouver des excuses. Il est face à une difficulté, il sait que c'est une difficulté, il a vu que c'était difficile. Et de suite, il se met en mode, allez, on cherche. Et la première fois que j'ai réalisé que là, j'avais franchi un cap, c'est un jour, je reviens à Bailly, dans les Yvelines, je rentre à la caserne. À cette époque-là, j'avais une vieille Clio. Moi, j'étais plus voiture jetable, consommable, voilà, parce que j'avais pas d'argent à mettre dans les voitures. Moi, c'était le sport et les investissements immobiliers. Et je rentre à la caserne limite sur 3 roues. Enfin, la quatrième roue, elle s'était presque décrochée. Et là, la voiture, je l'avais achetée à un collègue 500 €. Je crois que ça fait 3 ans que je l'avais. Je fais, c'est bon, là, maintenant, elle a fait son temps. Et le premier réflexe que j'ai eu, et à juste titre en plus, hein, parce qu'à cette époque-là, je faisais peut-être, je sais pas, entre 50 et... Enfin, au moins 50 km de voiture par jour, si ce n'est pas 100 km, parce que j'étais pompier de Paris à Bailly, j'étais pompier volontaire à Plaisir, je fais des investissements en région parisienne, enfin, je me déplaçais énormément en voiture, plus mes courses et tout ça, donc je faisais beaucoup de déplacements. Et de suite, là, c'est la grande panique. Là, j'ai plus de voiture, je ne peux plus m'en servir, donc le soir, je me mets dans ma chambre, Internet, Google, Le Bon Coin, Autoscoot 24 et tout ça. Vite chercher notre voiture... mais consommable. Ouais, une voiture à moins de 1 000 €, essayer de trouver une bonne affaire. Premier soir, deuxième soir, troisième soir. Je trouve rien. Enfin, je trouve pas la bonne affaire, quoi. Je trouve rien. Et on est en 2016. On est en début 2016. Et là, en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me mets à réfléchir autrement, à inverser le game. Et je me mets en mode visualisation. Et je me dis, mais si je rachète pas de voiture, ça va se passer comment? Et là, moi, je suis focus Coupe du Monde Ultra Triathlon. Parce que je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma dernière année en Coupe du Monde Ultra Triathlon et je veux absolument le titre. Sauf que moi aussi, je connais parfaitement mes défauts. Et mon principal défaut, c'est que, au-delà de pas nager, je fais pas non plus beaucoup de vélo. Je me suis dit, mais si je rachète pas de voiture, ça veut dire que tous mes déplacements, je vais devoir les faire en vélo. Ça va en faire des kilomètres. Et ça va être génial pour la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Là, je vais arriver affûté. Et ça a commencé à m'exciter. Donc, en fait, j'ai coupé ma réflexion en deux. Et je me suis mis à réfléchir uniquement sur les avantages de ne pas avoir une voiture. Donc, les inconvénients, je les ai mis de côté pour pas que ça vienne me perturber. Uniquement les avantages. Je fais, il n'y a pas de voiture. Donc, tous les déplacements à vélo. Donc, je vais avoir des mollets, des cuisses, un cardio de fou. Là, le rêve en fait de décrocher cette première Coupe du Monde de triathlon devient de plus en plus réaliste. Au lieu de m'entraîner, je sais pas, 5 à 10 heures par semaine, là, je vais peut-être m'entraîner 15, 20, 25 heures par semaine, comme un pro. En plus, le vélo que j'avais, c'était un vieux VTT, le vélo bien lourd et tout, donc ça m'aura encore plus renforcé les cuisses et tout. Et ça m'a excité. J'ai trouvé le projet, mais génial. Et en fait, je me suis tellement mis dans un bien-être, en fait, que je voulais pas y redescendre. J'étais sur mon petit nuage et je voulais pas redescendre de ces petits nuages. Et quand j'ai regardé un peu les mauvais côtés, parce que maintenant, c'est comment aller à Plaisir. Moi, alors, je finis ma garde à Volusso à telle heure. Je prends ma nouvelle garde à Plaisir, à vélo, 30 km. Bon, allez, ça passe. À Paris, ça va faire loin, Paris. Ouais, mais il y a la gare SNCF de Versailles. Donc, au pire, si je suis en retard, je vais jusqu'à Versailles. Versailles,
je mets mon vélo dans le train, je fais Versailles-Paris dans le train. Après, quand je suis à Paris, si je vais pas trop loin dans Paris, je peux le faire à vélo. Si c'est trop loin dans Paris, mon vélo, je le prends, je le mets dans le métro. Est-ce qu'on a le droit de prendre des vélos au métro? Bon, allez, si, j'en ai déjà vu. On s'arrangera. Et en fait, tous les problèmes en fait, que j'ai trouvés, que je trouvais, enfin, qui étaient normales même, je trouvais une solution. Mais quand je vais aller chez des potes, à chaque fois, je vais être en transpiration, en sueur. Bon, je prends dans mon sac à dos, je prendrai une serviette à chaque fois, t-shirt, short ou pantalon de rechange, voire même un déo, un savon, voire prendre une douche chez les potes si c'est possible, si je transpire trop. Et en fait, à chaque fois, je trouvais des solutions. Mon cerveau, ça fait déjà longtemps que je l'avais entraîné justement à trouver des solutions à chaque problème. Et en fait, j'ai fait, je rachète pas de voiture. Ah oui, en plus, c'est 1 000 € en moins à dépenser, c'est pas d'assurance, c'est pas d'essence. Donc ça, je vais pouvoir le réinjecter dans du matériel pour la Coupe du Monde triathlon. Donc, tu as transformé tous les problèmes en positifs finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, parce que et à ce jour, quand je suis face à un problème, déjà, je panique pas parce que j'ai une bonne gestion de l'émotionnel et j'essaye de trouver des solutions. Bon, alors, c'est pas toujours simple, hein, attention, là. Les solutions que j'ai trouvées pour la voiture, ça m'a pris 3-4 jours. Il y a des problèmes qui m'ont demandé plusieurs semaines avant de trouver des solutions. Mais plus vous allez faire ce jeu, et plus ça va être simple. Et plus vous allez être heureux, parce que quelqu'un qui ne fait pas cette démarche-là, à chaque fois, il sera dans la frustration. Ouais, mais c'est à cause de la société elle m'en veut. Ouais, mais là, si on n'arrive pas, parce que c'est la droite qui est au pouvoir. Ouais, non, mais là, c'est la gauche qui est au pouvoir. Combien de fois je l'ai entendu dans l'entrepreneuriat, faut pas investir parce que c'est la gauche, faut attendre que la droite repasse. J'ai fait, mais pourquoi il me parle de politique? Qu'est-ce que la politique vient faire dans un investissement immobilier? Enfin, il y a plein de choses que je comprenais pas et je me suis dit, oh là là, la société, il faut vite que je mette des barrières parce que sinon elle va me casser la tête. Oh, mais tu peux pas faire un marathon, faut t'entraîner. Alors, oui, bien sûr, faut s'entraîner, attention, hein, mais tu peux pas faire ceci. Pour faire ceci, il faut faire. Oh là 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 là, laissez-moi, d'accord. Laissez-moi avec mon cerveau et mon état d'esprit peut-être quand j'avais 4 ans, 5 ans, 10 ans. Laissez-moi avec ça. N'allez pas le perturber. N'allez pas perturber mon processeur et laissez-moi tranquille, quoi. Donc, vraiment, le conseil que tu donnerais, et ensuite, j'aimerais que tu donnes un mot inspirant pour la communauté et ta vision des choses, mais toi, le conseil que tu donnerais, c'est vraiment d'entraîner son cerveau à visualiser et à trouver le positif même dans la difficulté. Ouais, enfin, trouver des solutions. En plus, c'est un jeu. C'est un jeu que vous allez faire. Moi, je le fais le soir parce que c'est là où je suis le plus posé, le plus apte à réfléchir. Après, il y en a qui vont le faire le matin, la journée. C'est à vous vraiment de voir selon votre planification. Encore une fois, c'est à vous d'apprendre à vous connaître. Mais ouais, c'est de trouver une solution. C'est gratuit, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu et plus vous allez jouer. En fait, faut pas faire ça. Faut pas jouer à ça comme une contrainte. Faut pas que ce soit une contrainte. Faut vraiment le prendre comme un jeu. Et plus vous allez jouer à ça, plus ça va être facile en fait. Et à un moment donné, vous jouerez même plus. Enfin, ça se fera automatiquement. Ça se fera de manière automatique. Et vous trouverez des solutions sans même devoir réfléchir. Là où peut-être quelques années auparavant, vous auriez fait face à la même problématique, peut-être que vous auriez été énervé, peut-être que vous auriez abandonné, mais maintenant avec le fait jouer à ce jeu, c'est aussi mettre à niveau son processus. Et en fait, l'être humain sait très bien le faire. Alors l'être humain, durant toute sa vie, il va changer plusieurs fois d'ordinateur. Si on n'avait pas changé d'ordinateur, on serait encore avec notre vieux ordinateur avec des disquettes. Bah non, si on veut être à la page, on prend un nouvel ordinateur, Intel Pentium, je sais pas quoi, 5, 7, et généralement tous les 3 ans, 5 ans, on change d'ordinateur. Donc l'être humain, machinalement, il sait le faire en plus, mais il le fait pas pour lui. Oui, c'est vrai. Il le fait pas pour lui. Et comment le faire pour son cerveau? C'est discuter avec des gens, comme on est en train de le faire. C'est acheter des formations, acheter des livres, échanger avec des gens. Comme je le disais souvent, et je le dis encore souvent, je le disais beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, on est notre propre action. Donc il faut investir sur soi. C'est hyper important d'investir sur soi pour progresser. Si vous n'investissez pas sur vous, vous resterez la personne que vous étiez quand vous étiez adolescent, quoi. C'était super. J'aime beaucoup un peu la citation sur l'action. Je kiffe beaucoup.
L'action, vous êtes votre propre action, investissez sur vous. Ouais. C'est génial. Et est-ce que tu pourrais donner un mot, une phrase ou quelque chose d'inspirant, partager à la communauté ton état d'esprit et pour les aider aussi dans leur domaine ou peut-être aussi à se lancer dans l'ultra-triathlon? Bah, les deux choses que je dirais, la première chose, c'est. Alors, c'est pas de moi, hein, je sais pas de qui c'est, mais c'est soit tu nourris ta peur, soit tu nourris ton rêve. Celui que tu nourriras le plus, c'est ce qui te permettra de réaliser ton projet, en fait. Donc, soit tu décides de nourrir ta peur et tu n'arriveras à rien, soit tu décides de nourrir ton rêve et peut-être que tu auras une chance de le réaliser. En tout cas, une chose est sûre, c'est si tu le nourris pas, bah, tu seras en échec. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante pour moi, on en a parlé tout à l'heure, c'est la connaissance. Sans l'action n'est pas la connaissance. Ne cherche pas à avoir toutes les connaissances, que ce soit dans le domaine culturel, entrepreneuriat, dans le sport, enfin, en tout cas par rapport à ce qui t'anime. À un moment donné, passe à l'action. Moi, je vais revenir sur l'Ironman de Nice rapidement, hein, parce qu'on en a déjà suffisamment parlé. Mais si je m'étais planté, en fait, bah, ça aurait pas été grave. Parce qu'en fait, un échec te permet de voir où tu t'es planté et pourquoi tu t'es planté. Admettons, j'aurais été hors délai en natation. Bon, bah, l'Ironman de Nice aurait permis m'aurait confirmé que bah, entre s'entraîner en piscine et s'entraîner en mer, c'est pas la même chose. Qu'en piscine, j'étais tout seul. Qu'en mer, on était 2400 au départ. Que j'avais peut-être pas pris en considération toutes les claques que j'allais prendre, les vagues, le fait de ne pas avoir mon confort. Mais au moins, j'aurais su pourquoi la compétition m'aurait montré du doigt. Et là, tu mens pas face à la compétition où j'ai échoué. Et ça m'aurait permis justement de retravailler tout ça plus intelligemment. Au lieu d'écouter la société qui va te dire « Ouais, mais toi, t'es nul, t'as jamais fait de triathlon, tu peux pas le faire. » Alors pour ça aussi, pour faire ce que j'ai fait, bien sûr, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Moi, derrière tout ça, aujourd'hui, j'en suis peut-être au chapitre 40 de ma vie. Donc je me connais, je ne vais pas dire parfaitement, mais je me connais très très bien. Voilà, comme la première ascension du Mont Blanc que j'ai fait en 2014 et que je ne conseille pas de faire dans les conditions que je l'ai faite, et je l'ai faite tout seul. Comme l'Ironman de Nice en 2011. C'est-à-dire que j'ai été me renseigner sur Internet comment monter au Mont Blanc. J'ai été à Decathlon acheter un baudrier, acheter un piolet, crampon, casque. J'ai pris une corde chez les pompiers de Paris qui était réformée, que j'ai emprunté, et je suis monté tout seul. Mais quand je repense à ça avec quelques années après, je fais, mais j'ai été inconscient de faire ça. Mais j'ai eu une peur. Enfin, ça a été une épreuve qui a été énormément compliquée pour moi. Mais j'ai réussi et ça m'a appris beaucoup de choses. Encore une fois, c'est des risques que j'ai pris. Ça fait partie de mon ADN. C'est comme ça. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et j'encourage surtout pas les gens à faire ça. Apprenez à vous connaître. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir tous les éléments pour passer à l'action. Et surtout pas tout ce qui est vestimentairement parlant. Voilà, on peut courir aujourd'hui un marathon sans un camelback, sans les dernières chaussures qui coûtent 150 €, avec des chaussures à 20 € en promotion à Decathlon, un short à 5 € et un t-shirt à 5 €. On peut faire un marathon. Voilà, arrêtez de mettre votre focus sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous allez refléter. Comme je le dis souvent, c'est pas la connaissance. C'était super et on va terminer sur ça. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre un peu ton parcours? Et je sais aussi que tu partages pas mal de choses, pas que sur le triathlon, mais aussi des conseils pour pouvoir progresser même à titre personnel. Est-ce que il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Ouais, donc les deux principaux réseaux, c'est Instagram. Instagram, alors c'est que moi je suis pas très réseaux sociaux, mais je m'y suis mis il y a 2 ans parce que ma femme m'a mis des coups de pied au cul pour partager tout ce que je faisais. Parce que moi, voilà, je suis quelqu'un d'assez discret et j'ai mis du temps avant de partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai que souvent on me dit, enfin parfois j'ai quelques haters comme tout le monde, mais voilà, tu fais ça par rapport aux réseaux sociaux et compagnie, alors que je me suis mis aux réseaux sociaux, je crois, après mon 3e ou 4e titre mondial. Avant, personne ne savait ce que je faisais et ça m'allait très bien. Mais non, le principal réseau social que j'ai, c'est Instagram.
où là, tu vas pouvoir retrouver, je poste quasiment tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, sur mon état d'esprit, sur des conseils pratiques, et surtout quand je suis en compétition, je fais beaucoup de réels pour que tu puisses vraiment vivre cette compétition avec moi-même. Et le deuxième, c'est YouTube. YouTube, voilà, où tu auras des formats beaucoup plus longs sur toutes les compétitions que je peux faire et tous les autres sujets que je tiens à développer et qui peuvent aider toute ma communauté. Super, ben, je te remercie pour cet échange vraiment très enrichissant, beaucoup d'anecdotes et c'était très passionnant. J'estime que ça a pu mettre un peu une lumière sur l'ultra triathlon qui n'est pas très connu. Ouais. Et tu es un peu le porte-étendard aussi. Ouais, bien sûr, complètement, ouais. Du coup, c'était très sympa. On se dit à une prochaine fois. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un autre épisode parce que je crois que tu as pas mal de choses à partager, notamment sur l'immobilier aussi. On n'en a pas du tout parlé pas une seule fois. Et non, c'était pas le sujet. c'était pas le sujet principal. Mais je pense effectivement que tu as plein de choses à partager, que ce serait intéressant d'avoir un autre épisode par la suite pour encore approfondir un peu plusieurs sujets. Et je pense que tu t'es un peu restreint sur la quantité d'informations. Et je pense que ça peut être très intéressant à partager à tout le monde. Ah, mais avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli pour le podcast, Avec plaisir. pour ta communauté. J'espère que je leur apportera un petit complément dans leurs recettes. Voilà, un ingrédient, 2 ingrédients ou 3 ingrédients complémentaires avec lesquels ils pourront agrémenter de nouvelles choses. Hein. C'est vrai que je compare beaucoup ça à des recettes de cuisine. Mais les premières compétitions que j'ai faites, j'avais peut-être que de la farine, des œufs et du lait. Aujourd'hui, j'arrive à mixer avec du chocolat, avec plein d'ingrédients aujourd'hui. Parce que voilà, j'ai été les chercher, ces ingrédients. Et le but, c'est que je vous apporte que je complète toutes les recettes avec tous les ingrédients que moi j'ai appris pour que j'ai pu vous transmettre durant cette interview pour que maintenant vous puissiez peut-être, comme j'ai pu le faire, voilà, avoir davantage confiance en vous dire que ce petit con que je suis, putain, il a osé le faire, pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pas moi? Donc maintenant, à l'action et amusez-vous bien. Super, merci beaucoup Goulven. Merci Jordan, à très vite. À très vite.